31e épisode, même en déplacement, Michael Lebourg répond présent. Quel Ex- professionnalisme. Exactement. Même, ouais, je suis au Maroc, à Dakhla, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment dans le désert pratiquement, au Ah bord de ouais, la mer dans le désert. c'est top ça. T'as été avec qui? Avec deux potes à moi, Mickaël et Bilal, on est parti faire du kitesurf. Pas trop de bêtises, les enfants. Jamais. T'es tentateur comme ça avec ta petite chemise ouverte, le petit truc. J'ai du mal à la boutonner. J'ai un petit peu dans le gaz là. Ah ouais, ben réveille-toi parce que ça va être un bête d'épisode normalement ce soir. Ça va être un bel épisode. On a Fernand Lopez qui va nous rejoindre. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Donc merci pour vos retours. Ouais. Ça nous fait chaud au cœur. Et Eh, voilà, on a fait combien? On a fait 13K, je crois, à peu près. 14 000 Eh, à l'heure où je te parle. 14 000 là, sur la dernière. C'est pas si, mal. si on fait 15 000, obligé, on offre une place Ares. Ouais, Obligé. ouais, je pense qu'on est à. Ouais, on va. Sur celui-là, je pense qu'on va être à beaucoup plus. À beaucoup plus. Ouais, Et écoutez, ouais. hein, si on fait plus de 15 000, non, regarde, on fixe un objectif haut. Franchement, Si 20 on 000. fait, si on fait 20 000, on offre une place Ares et une place 100% fight. Voilà. Vas-y, c'est dans la boîte. AB, AB gère les places Ares et moi, j'arrive à gérer les places 100% fight. Ok, c'est carré. Et d'ailleurs, en parlant d'offrir des choses, il y aura un petit jeu concours pour remporter justement une paire de Kujer et une paire de sous-bandes Onomast. Donc voilà, il y aura un petit jeu concours. Un tirage au sort, il faudra juste aller s'abonner à leur page et je mettrai tout le lien en description. En tout cas, ça va être un très très gros épisode. Il y a pas mal d'actualités, pas mal de croustilles. Donc voilà. C'est bon, Mika? En niveau croustille, moi, j'en ai pas. Ça, c'est sûr, j'ai pas de croustille. Mais par contre, niveau actualité, il y a pas mal. Il y a pas mal d'actualités. C'est ça, c'est ça. Notamment le MMA-GP, la polémique à Lyon vs William Gomis, la recette. Non, ça va être intéressant. La performance de Benoît Saint-Denis. C'est ça, c'est ça. Donc ça paraît d'être intéressant. Bon, C'est bah, bon, on y c'est va? parfait. Vas-y, c'est bon, c'est carré. Vas-y, let's go. Le peuple le réclamait, le peuple le voulait. Fernand Lopez est bien parmi nous dans le Weekend AB Show. Guy, vous ne rêvez pas. Merci de ta présence. Salut les gars, comment vous allez? Ouais, ça va super. Écoute, Hein. très bien. En direct des vacances pour moi, mais tout va très bien. Nickel. Magnifique. Le peuple le réclamait, je suis pas sûr, mais bon. Bien sûr, bien sûr. Il y avait pas mal de commentaires qui. En tout cas, nous, dans nos commentaires qu'on pouvait lire, franchement, ça fait longtemps qu'on Ouais. demandait à ce que tu sois présent dans la chaîne pour qu'on puisse discuter, débattre, échanger. C'est J'ai ça. souvent été là avant que tu ne penses à donner la force à Ebi, c'est moi qui étais là. À jamais le premier. J'étais là avant, c'est juste que tu es arrivé bien après, quand tu as senti le filon et tout est arrivé, mais j'étais déjà passé, Mika. C'est vrai? Oui, Moi, j'ai pas vu. 3 fois, Moi, je croyais que 3 fois, je suis passé. Exactement. Ah, tu suivais pas Mika? pour Hein. AB Show. Non, je te suivais même pas, tu vois, AB. Ouais. Mais grâce à moi, on a fait décoller la chaîne. Grâce à nous. C'est vrai, vous avez fait un très bon boulot, ça avance. Bon, merci en tout cas de ta présence. Je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. On avait eu l'UFC Vegas 56 hier et dont Benoît Saint-Denis qui effectuait son deuxième combat à l'UFC, première descente chez les lightweight. Qu'en avez-vous pensé de sa performance? On va te laisser la parole, Fernand. Surtout que tu avais un peu teasé son adversaire comme quoi c'était pas un très gros défi pour lui, quoi. Comme je disais, il a fait une bonne performance. Il a même fait beaucoup mieux que je pensais. J'ai prévu un combat à la décision. Il a gagné par soumission. Très impressionnant.
Il a été coupé au premier round, mais rapidement au début de combat, mais ça n'a rien changé sur son mental, sur sa manière de fonctionner. Et il a gagné le combat. C'est pour ça que quand l'accueil est fait en mode celui que le peuple réclame, je suis un peu dubitatif parce que je ne comprends pas pourquoi il y a toujours un écho aussi négatif sur chaque prise de parole de Fernand Lopez. C'est hallucinant. Non, là, Oui. non, pour de vrai, là, pour le coup, même moi, qui des fois, je prends des. Là, pour le coup, t'as été pas dur, mais t'as été encore une fois maladroit. C'était que plutôt de te faire l'éloge de Benoît et de dire qu'il était au-dessus de son adversaire, t'as passé plus de temps à dire que son adversaire était pas terrible. Du coup, on est exclusivement dans le faux. On est dans le populisme complètement faux. Ça veut dire qu'en gros, ce que tu me demandes de dire en tant qu'analyste, ce que tu attends de moi, c'est que je sois complaisant, que je dise des bonnes choses où il n'y a pas lieu. C'est-à-dire que, écoutez bien, le public, ceux qui ne sont pas encore au courant, j'ai été fortement critiqué pour avoir critiqué l'adversaire de Benoît. C'est-à-dire que je n'ai pas critiqué Benoît. Depuis que la carrière de Benoît a décollé, je ne dis que des choses irréprochables sur Benoît. Je trouve qu'il est super impressionnant. Je trouve que je suis choqué par son évolution. Je trouve que sa team a fait un très bon boulot pour lui. Je n'ai en aucun cas, vous trouvez une vidéo où j'ai dit que Benoît, machin truc, ça n'existe nulle part. Et en gros, j'ai dit ce que je pense être sincère et ce que tout le monde dit, c'est que quand Tony Yoka combat, on lui dit il prend des chèvres, on lui dit qu'il prend tel, il prend tel. Quand Jérôme Le Banel a combattu hier soir, et j'entends des gens qui disent il a pris le barman, il a pris machin. Je dis que moi, je fais des analyses, pour de vrai. C'est qu'avant d'analyser, je regarde un peu ce qui se passe. J'étudie vraiment ce qui se passe et j'écoute ce que les autres disent. Et je vous dis que de manière quasi unanime, les pronostiqueurs et les podcasts anglais, américains trouvaient que l'adversaire de Benoît n'avait encore rien montré. Ça, c'est quelque chose de... Et en plus, je m'appuie sur des faits. Je m'appuie à chaque fois sur des faits. Je ne dis pas un truc en mode juste le vent. Je cite ses adversaires, je cite qui il a battu, et je donne un nom assez important en disant cet adversaire-là, et c'est lui qui me fait penser que le combat pourrait aller à la décision. Mais sinon, si on enlève cet adversaire, je pense qu'il pourrait le finaliser. C'est une analyse comme on veut pour le développement du MMA. Maintenant, Mika, si tu me dis que tu souhaites qu'on ait des... Non. Oui, vas-y. Non, vas-y, je te laisse finir si tu veux. Et après, je dis ce que je retiens. Parce que ce que je remets en question, c'est pas le fait que tu aies analysé correctement ou pas l'adversaire de Benoît. L'adversaire Benoît, on savait tous que c'était pas son adversaire le plus dur, par exemple, et que face à Eliseu qu'il avait rencontré, il y avait 8 crans d'écart. C'était pas du tout les mêmes adversaires. Mais je pense que cette analyse qu'on aurait pu faire de l'adversaire de Benoît, elle aurait été mieux accueillie si on l'avait fait après combat qu'avant combat. Moi, voilà ce que j'en pense. Est-ce que c'est un problème de taille. Ebi, est-ce qu'on est d'accord que là, on parle encore d'arrangement? C'est que oui, là, jusque-là, jusque-là, Michael ne me dit pas, à aucun moment, il ne me dit oh, t'as eu tort, le mec, il est fort, il est classé, machin. Non, le mec est juste numéro 400. 400. Mais en gros, au niveau de 400, ça n'existe même pas à l'UFC, 400. Mais en fait, je pense que les gens, peut-être, ils t'ont reproché de ne pas être assez chauvin, en fait, peut-être, non? Oui, c'est ça. Mais c'est clairement ça. Du coup, je ne comprends pas, en fait. Le chauvinisme, je suis... Est-ce que vous voyez un peu comment je réagis à chaque fois qu'il y a un C-Franc qui combat? Je suis à fond dessus parce que je ne veux pas le faire pour le populisme, pour faire semblant, faire plaisir au peuple. Je le fais parce que je pense vraiment qu'on a un bon niveau. C'est que le message que Benoît Saint-Denis envoie à la fin de son combat, en disant les Français, on a un très bon niveau, on devrait s'entraider. Je le pense vraiment sincèrement. Et je dis simplement que, en aucun cas, je donne Benoît vainqueur. 2, je ne dis rien de négatif sur Benoît. Je dis plutôt que c'est un mec qu'il faut le tuer va falloir le tuer pour gagner un combat contre lui. Quel chauvinisme. Enfin, je ne pas. Si j'étais de l'origine de l'Allemagne et que les Allemands me disaient écoute, tu n'as pas été chauvin vis-à-vis de notre gars, je comprendrais. Mais est-ce que vous vous rendez compte que, à force d'avoir des leaders d'opinion comme vous,
qui guidait le débat en mode ce mec-là, quand il ouvre sa bouche, c'est soit pour sa paume, soit il démonte les Français. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Alors que je n'ai même pas. Écoute un peu l'analyse, Mika. Si je prends des exemples aujourd'hui des personnes sur des chaînes qui ont dit qu'ils ne comprenaient même pas, je veux dire, la sueur, il y a un combat qui a été récemment où, je ne sais plus, c'était 2 Américains en plus, hein, et la sueur dit, bon, je ne sais pas pourquoi lui on le met, quoi. Enfin, c'est un match qui est perdu d'avance, ça va être et on a la liberté, il faut qu'on ait cette liberté, moi je me bats pour que vous puissiez dire des choses sur moi et que vous ayez la liberté de le dire. Mika, tu te mets bien avec mon nom. Ouais, non, mais c'est vrai. Quand tu as envie de dire des choses, tu le dis complètement. Mais permets-moi quand même, il faut qu'on me fasse confiance et qu'on se dise, ce mec, c'est un analyste. S'il s'appuie sur des faits et qu'il nous donne, je donne le classement de Benoît Saint-Denis. Je donne le classement de son adversaire. Je donne le classement de 4 mecs qui ne sont pas à l'UFC. Donc, y compris Farizam qui est sorti de l'UFC, je donne 4 noms et les mecs sont autour de 150, l'adversaire de Benoît est 400. Si vous ne voulez pas qu'on éduque le peuple, comment on fait pour que les mecs deviennent bons? Tu te rappelles un peu une émission où tu es en train de parler du combat d'Oumar Sy avec Paulin. Et Avec tu Paulin. dis, les gens non initiés ne vont pas comprendre ce qui s'est passé. Moi, je vous dis, ce combat, c'est un très gros combat parce que ça. Moi, j'adore quand tu fais ça parce que tu éduques le peuple et tu aides les gens à comprendre l'OMMA. Mais il ne faut pas que ton dégoût de Fernand Lopez et ta haine de Fernand Lopez te pousse à ce que tu plonges complètement dans l'opposition en te disant oh non, oh là là, Fernand, il a encore abusé. Regarde bien les faits. Parle des faits, ne parle pas du subjectif. Parle que des faits. On est d'accord. Alors, regarde, déjà, moi, je n'ai pas pris la parole dessus. Ce que je critique en plus, ce n'est pas du tout, et ce que je critique, mon opinion, ce n'est pas de dire que tu as fait une mauvaise analyse. Parce que, encore une fois, je crois que même Kevin Ruhart, que j'ai pris à Marseille, est mieux classé. Enfin, quand je dis même Kevin Ruhart, c'est pour dire que même moi, en fin de carrière, j'affronte un mec en m'entraînant que 3 ou 4 fois par semaine et je bats un mec qui est mieux classé que l'Allemand. Je dis pas ça. On savait tous que l'Allemand n'était pas l'adversaire plus dur pour Benoît et on savait tous que Benoît, par rapport à la guerre qu'il a fait peut-être avant ça, l'UFC, c'était aussi peut-être une manière de lui donner quelqu'un pour qu'il reprenne confiance. On en a tous conscience. Je pense juste que ton intervention a été maladroite parce que tu as passé plus de temps, en termes de temps, pour dire que l'adversaire n'était pas forcément bon ou au niveau de Benoît, que Benoît allait le battre parce que Benoît a telle arme. Ça, ce que tu veux. Vas-y, Bouloc. Non, en fait, j'aimerais savoir, dans ce cas-là, Mika, tu aurais préféré qu'il dise quoi sur ça. Donne-moi une consigne. Comment j'aurais pu dire en fait. Moi, j'aurais rien préféré, sauf que j'aurais même, à la rigueur, faire comme nous, on a fait dans l'analyse du combat. Moi, ce que j'ai dit dans l'analyse du combat, j'ai dit l'Allemand est très difficile. Et d'ailleurs, j'avais pronostiqué, comme toi, Fernand, une victoire à la décision parce que ce que j'ai vu de l'Allemand, c'était que même s'il se faisait ultra dominer, il était dur à finaliser. C'est ça, c'est vrai. Et ce que j'ai dit, c'était que je pensais, et je l'ai dit dans le podcast, j'ai dit que je pense que Benoît est au-dessus dans tous les critères. Il y a une différence d'allonge qu'il faudra gérer. Et on l'a vu, au début, il a eu du mal, c'est comme ça qu'il s'est fait couper. Et ensuite, il a déroulé, et il a déroulé encore mieux que ce que j'aurais pensé. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas passé, et je l'ai vu qu'il était 410e mondial. C'est la première chose que je fais, d'aller voir le classement mondial sur Tapology. Ce que je veux dire, c'est que là, je pense, et c'est pas une forme de complaisance, c'est juste une forme de dire, bon, il sort d'une mauvaise passe. Comme si, par exemple, Alan Baudot là, va faire son 3e combat à l'UFC. On sait qu'il a fait 2 contre-performances. Ou 4e. Il a déjà fait des grosses contre-performances. Je vais pas l'enterrer. Il est déjà dans une mauvaise passe. Mais ce n'est pas de l'enterrer que de dire ça. Et c'est ça que je reproche aujourd'hui au MMA. Je vais t'expliquer comment. Ok, prenons l'exemple d'Alan Baudot. Est-ce que tu te rappelles qu'une fois, je suis sur un podcast, je parle d'Alan Baudot et je dis qu'il n'a pas eu de cœur. Et je suis assez cru. Et les gens disent oh putain, ce coach, mais putain, comment on peut enterrer son élève comme ça? Comment on peut être aussi dur? Et c'est ça que je comprends pas. Je ne comprends pas qu'il y ait une complaisance à se demander à ce que nous tous, nous soyons malhonnêtes. On est dans un truc faux du début à la fin. Systématiquement, nos débats sont complètement faussés. Tu sais quoi, moi, quand tu me parles de Fan Matrix et que tu me dis que tu savais Fan Matrix,
Je me dis, je te jure, Mika, tu aurais dû prendre plus de temps dessus. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si tu avais pris plus de temps dessus, le cas de l'histoire de William Gomis contre Alioune Ndiaye n'aurait pas eu cet effet-là. Je vais t'expliquer comment. Alioune Ndiaye, le monde entier se base sur de la subjectivité pour déclarer qui est qui. Quand j'ai envie de dire que je suis plus fort que Michael Lebou, je peux ouvrir ma bouche et le dire. Sauf que la chance qu'on a, c'est qu'il y a des bases de données qui vont dire « Fernand Lopez, ferme ta grande bouche, Michael, il est loin, loin, loin devant toi, quelle que soit la catégorie de poids. Parce qu'il a fait l'UFC, parce qu'il a fait machin, et tu n'as pas fait ça du tout. » Et c'est ça que j'aime en fait. Ce que je veux, c'est qu'on puisse évoluer et grandir. Ce qu'aujourd'hui on veut, nous, c'est que la société du MMA soit dans la sincérité et l'honnêteté. Et je dis simplement que l'amour fait qu'on peut être biaisé et que le fait qu'on aime Alioune Ndiaye peut faire qu'une tonne de personnes disent Alioune Ndiaye, il est tellement dangereux par rapport à Renan Barao. Mais c'est une hérésie. C'est-à-dire que aujourd'hui, on sait que même quand un mec est sur 15 défaites, c'est toujours par rapport à qui il a perdu, qui il a gagné. Le dernier combat de Renan Barao à l'UFC, il sort à la décision avec un mec qui est 300 places au-dessus de Alioune. Ce que je veux dire, c'est que je suis sincèrement convaincu que l'hommage que les Français veulent et le pur français de manière égoïste souhaite, c'est Alioune Ndiaye contre William Gomis. Mais nous, les acteurs, on doit avoir le côté éducation, d'apporter aux gens la réalité, les faits, juste les faits. Si on apporte les faits, on laisse les gens juger, ça va être magnifique. Mais ce que je te dis, c'est que tu vas dans le subjectif comme un inconnu. Tu dis au gars, ouais, mais je pense que le management de Alioune, le management de William a compris que Alioune, il est quand même chaud. Chaud ne veut rien dire en français. Chaud, ça veut rien dire. Donne les chiffres. Donne le classement d'Alioune. Donne le classement de William Gomis. Donne le classement de Renan Barao. Comme ça, les gens se rendent compte et vont facilement comprendre les choses. Non, moi je suis d'accord. Alors là, on parle de où? Vas-y, AB, vas-y. Non, je voulais justement qu'on fasse la transition en fait, justement sur la polémique qui a eu du fait que le combat d'Alioune a été annulé. Et en fait, vu que Fernand en a parlé, c'était le bon moment pour faire la transition là-dessus. C'est le gros sujet de toute manière actuellement. Enfin, c'était pour moi le plus gros sujet et ça me fait plaisir de pouvoir en débattre. Moi, ce que je dis d'Alioune, Gomis, en plus, pour le coup, je l'ai déjà côtoyé, c'est un mec archi sympa et j'ai tourné avec lui. Et quand j'ai tourné avec lui. S'il te plaît, 2 secondes. Attends. Deux secondes. Ouais. Je fais un petit truc, ensuite je te laisse tranquille, je te promets. Vas-y. S'il vous plaît, faites-moi plaisir. Ne parlons plus de j'ai tourné avec lui, il est sympa, il me paraît, c'est un mec bien. S'il te plaît, Mika, on est dans un monde où tu sais que... C'est important. Non. Attends 2 secondes. Ce que je te dis, c'est que le relationnel que j'ai avec Ebi est différent du relationnel que tu as avec lui. Et je dis que c'est toujours relatif et très compliqué. J'aimerais qu'au-delà du bien-être, c'est-à-dire qu'il y a des gens que je connais à qui vous posez la question qui vont vous dire mais comment vous osez dire ça de Fernand Lopez? Mais comment vous osez juste imaginer ça de lui? Mais vous allez dire mais non, ça c'est pour toi parce que et on va dire quoi? Parce que tu le suces. Ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas avoir ce genre de mots grossiers en disant parce que tu le suis. Je veux juste que tu sois sur les faits et qu'on évite tout ce qui est subjectif. La subjectivité, c'est une appréciation de chacun, en fait. C'est planter un contexte, c'est de dire, voilà, moi, ce que je dis, c'est que je pars de manière neutre. C'est-à-dire que je n'ai pas d'animosité ni envers l'un ni envers l'autre. C'est un gars avec qui me paraît bien. J'ai aucune animosité envers William. Et en plus, comme je l'ai expliqué dans le podcast, pour moi, ce problème-là, le problème Barao-Alioune, c'est un problème qui se résout de 3 points de vue différents. Et c'est ça que j'ai essayé de faire, la démonstration de ce qui se passe. C'est qu'on a le clan Gomis, on a le clan Nahaï et on a le Ares. On est d'accord? Tu es d'accord avec moi? Si tu regardes de chaque clan, tu regardes le clan Nahaï, après on verra l'effet de ce qui se passe. Mais moi, quand la nouvelle tombe, quand on voit Nahaï combat annulé, remplacé par Barao, et qu'on te dit que Nahaï n'était même pas au courant. Bon. Qu'est-ce que tu dis? Tu te dis, Nahaï, il a pris, tant pis, il a tout perdu dans cette histoire. Vrai ou faux? Non. Tu te dis. Je ne me dis pas ça. Je ne me dis jamais ça. Je vais te dire ce que je me dis. Je me dis comment ça marche.
tu devrais apprendre aux gens comment ça marche. Et bah, justement, ça, c'est la deuxième étape. Ok, vas-y. C'est la deuxième étape. J'en viens à dire, OK, qui a gagné? C'est le clan Gomis, parce qu'il affronte un ancien UFC et que forcément, s'il gagne, c'est un ticket d'entrée pour l'UFC. S'il gagne. Tu vois ce que tu fais? En gros, tu pars sur le truc en disant où est l'intérêt? Ça veut dire que c'est là où il y a la faute. C'est la première chose. Non, mais j'ai pas dit ça. Après, je dis, le Ares, quel est le but d'avoir fait ce remplacement de ce combat? Là, pour l'instant, je suis juste dans les avantages et inconvénients. Et ensuite, j'analyse. Mais quel le Ares? Pourquoi ils ont mis Barao à la place de Naï? Pourquoi ils ont supprimé le combat? Avis, Meka? Eh ben, moi, la version que j'ai, et pourtant, crois-moi, j'ai investigué, c'est que vous n'avez moi, j'ai investigué, mais après. Il a dit qu'il a investigué. Oui. Je vais mourir. J'ai investigué. Ok, donne-moi 2 secondes. Ok, 2 secondes. Je vais. Allez, dis-moi. Les gars, écoutez bien. Je le dis sincèrement, avec beaucoup de volonté. Mika, Ebi, tu te rappelles que quand tu as commencé ton show, j'ai pris une posture de grand frère, de conseiller. Je t'ai aidé sur la vocalisation, la manière de parler, la manière de poser les choses, tout. Ouais. Et je le fais maintenant. Là, ce que je vais faire, écoutez bien ce qu'il faut faire quand on parle d'investigation. Michael Lebou, quand il m'accuse, il m'accuse pas. Michael Lebou, quand il me reproche de ne l'avoir pas, de l'accuser de dépouiller Ares, et il dit, tu as mon téléphone, appelle-moi, parce que c'est pas bien la diffamation. Je suis très content. J'apprécie Mika. Je dis franchement, ce mec, finalement, il a de la lumière. Ce qu'il dit tient la route. Et quand je vois que Michael Lebou dit qu'il a investi, qu'il a investigué, qu'il a enquêté et qu'il ne m'a pas appelé, parce que tu aurais tellement sauvé tellement de conneries. Enfin, quand je vais te raconter ce que tu as fait, tu vas être choqué. Ok, écoute-moi bien maintenant. Bah voilà, attends, laisse-moi finir mon analyse, après tu rebondis. Moi, ce qu'on me dit, je suis... Mika, tu sais que ton analyse, tu l'as faite, hein? Que moi, je peux te la raconter. Avec que je l'ai, ton analyse, tu l'as faite, on peut la revoir, on peut la réécouter si tu veux, mais elle est là, en bonne et due forme. Tu as en gros, extrêmement clair. Je vais te dire. Non, mais moi, ce que je dis, moi, ce que je dis. En gros, Mika, tu as été investigué dans le clan de Naï et pas dans les deux clans. Je pose la question. Non, mais ça c'est évident. J'ai pas d'entrée au Factory. T'es mon entrée principale et tu te refuses de me donner toutes données du Factory pour pas créer de tension. Du coup, voici ce que j'ai dit de 2 choses l'une. Soit tu penses que je peux t'appeler, auquel cas tu peux m'appeler. Soit tu ne dis pas ça. Tu fais une conclusion de ton message sur l'histoire des tickets volés où tu dis, franchement les gars, vaut mieux s'appeler. Tout le monde a le numéro de tout le monde. J'ai dit qu'aujourd'hui, il y a des mecs qui vivent aux États-Unis. Quand ils ont le moins de doute, je te promets, et je ne te parle pas de n'importe qui, Ariel Awani m'appelle, John Morgan m'appelle, je te prends le dernier message d'Ariel Awani, tu vas voir. Question simple. Est-ce que ce qu'on dit en ce moment est vrai? Est-ce que tu penses que, est-ce que ce qu'on dit que Tom Aspinall, c'est lui qui va remplacer Tuivasa, c'est vrai? La rumeur dit ça. Je lui dis non, ce n'est pas vrai. Et je lui dis par contre, ça sort d'où ce truc? Et on discute. Ce que je veux dire, c'est que quand tu fais une enquête, Mika, comment tu fais pour que la personne la plus à même, le président de la Ligue Ares, tu as son numéro de téléphone, ou en tout cas, tu as quelqu'un qui a son numéro de téléphone à côté de toi, tu ne lui passes pas un coup de fil et tu dis j'ai investigué. Mais quelle investigation? J'ai appelé. Pas une investigation j'ai appelé Gomis. Non, j'ai appelé Gomis, j'ai envoyé un vocal à Gomis pour avoir sa version, et j'étais avec Alioune au moment des faits, et ensuite j'ai appelé Alioune. C'est comme si Ariel Awani, dont je viens de te citer, appelait Cyril Gann. Ça n'a aucun intérêt à part foutre la merde. Les seules personnes qui sont intéressantes... c'est pas foutre la merde. C'est comme Mika, ça, c'est mes entrées, c'est les combattants. Mika, moi, j'ai plus d'accès avec les combattants qu'avec les coachs. Le truc, c'est quoi? Donc, moi, je vais encore, à ma petite dimension, redonner des conseils. Mika, si tu veux garder ton carnet d'adresse à une personne qui est William, tu gardes ton carnet d'adresse. Si tu veux le développer en tant qu'investigateur, enquêteur, journaliste, prends le numéro de téléphone de Fernand Lopez et pose-lui les questions. On m'a dit que, tu vois, par exemple, il y a une question qui est simple. Moi, je suis très crash, en fait. Je peux dire ce que
Je suis capable de dire tout. Mais quand je vous dis tout, vous n'avez même pas l'idée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu me poses la question. Il y a des rumeurs qui disent que Céline Doumbé a baisé ta femme, ton ex. Est-ce que c'est vrai? Je te le dis, cash. Oui, j'étais le manager et l'entraîneur de Céline Doumbé il y a 4 ans. Et Céline Doumbé, je lui ai présenté mon ex pour la diététique sportive. Il a couché avec. Ils se sont séduits, ils se sont mis bien. C'est leurs affaires privées. Je suis un mec, comment on dit, cocu. Bah alors, qu'est-ce qu'on s'en parle, you? En vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout? Est-ce que c'est ça le MMA français? Est-ce que c'est ça d'être faux? Est-ce que c'est ça de mentir? On s'en moque complètement. Par contre, tout ce qu'on dit, c'est... Non, mais attends, ouais, ça, je suis d'accord avec toi, mais jamais tu m'as entendu relayer un truc comme ça. Ce que je vais dire, c'est quoi? Ce que je vais dire, c'est quoi? Reviens, je te sollicite, toi, Ebi, et tout le reste de... C'est un appel, en fait, que j'envoie aussi à la communauté française en disant, les gars, laissez pas le monde vous distraire. Laissez pas les gens vous distraire. On vous parle. Désolé, j'ai reçu un appel. J'ai reçu un appel. Non, Mika, mets-toi en mode machin, ne fuis pas. Reste là, mets-toi ne pas déranger, reste concentré. Je ferai jamais, Lopez, tu sais très bien. Magnifique. Je sais, tu es un valeureux combattant. Reste là jusqu'au bout, ça va être très intéressant. Ouais, exactement. T'inquiète pas. Donc, je dis ceci. Nous sommes dans un monde où les gens ont la facilité de vous distraire et vous parler de d'autres choses. Nous voulons que l'OMMA se développe. Je dis simplement que ce soit toi, moi, Ebi, ou même les petits de Finesse, que je regrette sincèrement leur départ. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le disent, alors que ces jeunes faisaient du bon boulot. L'écosystème a besoin de tout le monde. Voir leur départ, ça me fait chier. Et je dis encore que aller parler des affaires personnelles des personnes qui sortent de l'ordre du sport, c'est un aveu de « je n'ai pas d'argument pour te descendre ». Je lance le défi à qui veut de m'appeler sur n'importe quel plateau, de me présenter n'importe quel sujet sportif, économique sportif, politico-sportif, n'importe quoi, j'assume tout, j'affronte tout. Vous me posez des questions internes avec n'importe qui de l'aspect, de me parler, vous me parlez de Jean Ndoye, qui vous voulez, je vous résume ça en 2 mots, je vous règle ça bien aux petits oignons en 2 secondes et vous verrez que je n'ai même pas une égratignure sur ma peau. Il n'y a pas un mec qui va dire... Non, mais ça... Donc, si tu veux, je reviens encore sur, sur la réalité qui est de dire que si tu m'avais posé la question, si tu m'avais demandé, je t'aurais dit, Alioune Ndiaye, on ne parle pas avec lui. Bien sûr, il ne peut pas recevoir l'information. Il n'aura pas l'information puisque nous, on ne parle pas directement avec lui. La personne qui reçoit l'information, c'est Djukanovic. Son manager. Djukanovic parle avec Benjamin Safati. Je ne parle même pas avec Djuka. Et en gros, ce qui se passe, c'est que Djuka envoie un message à Benjamin qui lui dit, malgré ce qu'on a signé, le petit ne va pas pouvoir combattre à cause de la lettre qui manque. Vous devez signer la lettre. Voilà ce qu'il dit. Nous, on lui dit, c'est impossible. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est impossible. Et c'est là où c'est très intéressant d'expliquer aux gens les tenants et les aboutissants d'une histoire. Parce que les gens... Pardon? Non, je veux juste savoir, moi, pour qu'on soit factuel, parce que autant mettre une lumière et autant qu'on te pose les questions pour être sûr de bien comprendre. Allons-y. Là, ça veut dire que cette histoire de lettre, c'est que l'Hexagone, pour citer l'Hexagone était en contrat avec Alioune sur un multifight, je crois. Alors que Alioune n'avait même pas combattu là-bas. Bon, ça, c'est pour leur histoire. C'est entre l'Hexagone et Alioune. C'est leur problème. Moi, j'ai pas de problème. C'est leur problème. C'est une information que moi, je n'ai pas. Au moment où nous... Je donne juste pour expliquer aussi que eux n'ont pas fait l'effort d'eux. C'est juste pour ça. C'est bien de contextualiser. Alioune, derrière, dit, vous ne me faites pas combattre avant septembre parce que vous êtes en galère. Entre guillemets, c'est ça, hein, la réalité. Ils sont en galère. L'histoire... la réalité... Si tu me poses des alors questions, moi c'est mon analyse. Voilà, mon analyse, c'est que l'Hexagone a du mal à organiser. Comme ils sont en peine d'organisation et qu'ils ont signé des combattants sur multifight, ils sont dans l'obligation de les libérer et combattre au moins un combat pour pas ça dure trop longtemps. Faut pas oublier que un combattant qui combat, s'il combat pas, c'est pas d'argent. Donc ils sont obligés de les laisser.
Vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Alioune, il dit ouais, je vais combattre ORS pour un combat. Ils disent ok, vous dites ok contre William Gomis. En gros, le combat se monte. Et derrière, ils vous disent ouais, mais il nous faut une lettre en bonne et due forme pour dire que Alioune, tu vas combattre ORS, mais que pour un combat. C'est ça? Et vous leur répondez, mais on ne pourra pas te faire cette lettre. Et donc, tu ne pourras pas combattre. C'est quoi? C'est les termes du contrat qui vous déjà, a je vais même t'expliquer quelque chose, Mika. Personne ne fait cette lettre à moins que vous soyez amis. Ça veut dire que quand Abdouragimov est au ARES, ce n'est même pas un courrier. Parce qu'un courrier, c'est ultra engageant pour une organisation. Moi, j'envoie un texto à Mohamed Shahid, le patron du Bref, et on se met d'accord, on s'appelle, on fait une visio, et il me dit, écoute, si c'est toi, pas de problème, gère et tout. Quand l'UFC va intervenir, par contre, on va s'arranger. On va devoir s'arranger parce que machin, parce que voilà, on l'a quand même formé, on a fait ceci. Voilà comment ça se passe. Ce que je vais dire, c'est que je vous prends un exemple concret. Quand Cyril Gane combat au TKO et qu'il doit aller à l'UFC, je contacte Mick Bénard pour le signer. Lui, il a encore des combats. Moi, je pense qu'on va le signer au bout de 3 combats. Mick Bénard le demande au bout de 2 combats, il nous envoie un contrat. Il nous dit, on signe le contrat. Moi, je prends le contrat. Je ne vais pas dire non. Je ne peux pas dire non. C'est l'opportunité de ouf. Je vais maintenant voir le président du TKO, M. Stéphane, pour négocier avec lui pour libérer. Ça, c'est mon rôle de manager. C'est pour ça qu'on me paye, le manager. Ce n'est pas l'athlète de faire ça. Je vais négocier avec le TKO et le TKO va me dire, écoute, je vous libère dès le prochain combat. Le gouverneur de la province du Québec va encore voir Cyril une fois. Il combat une fois, on le libère, il va à l'UFC. Je repars vers l'UFC et j'annonce le truc. Parce que ce que je t'explique, c'est que la règle est simple. Dès qu'il y a un mec sous contrat, l'UFC ne lui parle même pas. Tu vois un peu la politique qu'on fait, genre, on est négocié pas avec les terroristes et tout. Bah, c'est la même chose. En gros, dès que tu donnes l'opportunité à une organisation concurrente de t'écrire un courrier, tu t'enfonces dans des choses qui dépassent même le niveau du combattant. Ça veut dire qu'on va parler de tellement de gros sous, alors que le combattant lui-même, tout seul, il peut négocier ou le manager peut négocier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au moment où toi tu dis, ou Alioune dit, je ne sais pas, je découvre ça sur les réseaux, c'est la faute de son gars, plus que son manager, avant de nous informer, de nous dire que Alioune ne va pas combattre chez vous, à moins que vous lui donnez le courrier, il devrait dire à Alioune, attention, je pense que tu ne vas pas combattre Arès parce qu'on a encore un vrai problème avec Hexagone. Nous, déjà, nous ne sommes pas tenus de faire aucun courrier. Nous ne voulons pas faire un courrier. Nous ne voulons pas négocier avec eux. Nous n'avons rien à négocier avec eux. Ils sont de leur côté, nous sommes de notre côté. Et encore une fois de plus, certains athlètes partant de chez eux réussissent à faire les négociations tout seuls. Nous, on n'est pas au courant. Ils viennent chez nous, on les signe. Nous, on n'est pas au courant. Donc, c'est important de dire que la faute, parce que ta parole, elle est grave, Mika. Tu as dit sur le dernier podcast, le tout dernier, c'est la faute à Arès. Arès, ils ont fait miroiter en disant aux gars, ouais, attends. Ça, là, je ferme les guillemets, là. Ça, c'est toi. Ce sont tes mots. C'est d'une gravité. Mais c'est vrai. Mais c'est encore là, tant que tu ne m'apportes pas l'explication, parce que tu n'en es pas venu encore à expliquer réellement ce qui s'est passé, c'est ce que je pense. Sincèrement, c'est ce que je pense. Mais est-ce que, Ebi, est-ce que tu peux nous aider, enfin, je ne sais pas si Mika comprend ce que je vais dire en disant que. Mais si, je comprends. Ce que tu veux dire, ce que tu penses. En gros, dès le début, vous avez refusé de faire la lettre. Ce que tu penses, toi, ne devrait pas avoir d'importance parce que ta pensée, elle est biaisée. Ce qui devrait être important, c'est ce que tu as comme information claire. Exactement. Mais en gros, vous, ça vous a. Et bien, c'est justement pour ça que tu es là, pour apporter. Non, attends. En fait, les faits, ils sont factuels. C'est que Alioune, il a été matché alors tout le monde savait qu'il avait un contrat avec l'Hexagone. L'Hexagone, si tu me dis aujourd'hui, l'erreur, elle est de l'Hexagone. Parce que nous, on a expliqué au manager que nous, on ne ferait pas courrier à l'Hexagone. Et qu'on lui a dit qu'on ne ferait pas de courrier quoi qu'il arrive. Ça, c'est ça que tu es en train de me dire, Fernand. Et que Duka, lui, il n'a pas dit à Alioune que sans courrier, enfin, entre guillemets. Voilà. Est-ce que tu as remarqué que oui, j'ai compris. Fais attention à ce que je dis. Je ne dis pas ce que Duka a dit, je ne sais pas. Moi, j'essaye de traduire.
Mais moi, j'essaie de traduire. Moi, je dis que cette volonté de vouloir déduire ce que les gens pensent, c'est ultra dangereux. Parce que je te dis encore ce que moi, quand je vois, tu ne te rends pas compte, Mika, quand je vois que sur les commentaires d'Arès, il y a beaucoup de personnes qui viennent dessus et qui disent, franchement, ça ne se fait pas, trouver lui quand même un combat. Parce que Michael a dit, putain, vous pouvez quand même lui trouver un combat, quoi. Trouvez-lui un combat. Alors que déjà, à la base, s'il y a un problème de papier pour Alioune, pour William Gomis, il y aura un problème de papier pour tout le reste, peu importe la personne. On ne peut pas trouver un combat, on ne peut pas juste trouver. Dès que et comment il fait pour combattre au 100% fight? C'est ça, je comprends pas. Tu vois, encore une fois, il y a deux poids. Ça veut dire que l'Hexagone ne demanderait pas le papier. Non, après, je pense que c'est pas les mêmes. Toute proportion gardée, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes rapports. Il y a pas les mêmes. Non, même sur le fait que c'est pas les mêmes. Ça n'a pas la même impact, le même impact, c'est pas le même impact, c'est pas le même rendu, c'est pas les mêmes conséquences. Les conséquences sont que, c'est-à-dire que, regarde un peu. J'ai voulu placer Abdul à l'UFC. Si je place Abdul à l'UFC, je paye le bref. C'est déjà prévu. Si jamais je place Abdul chez moi, c'est gratuit. Est-ce que tu comprends la différence? En gros, l'UFC, il y a des sous à récupérer. Nous, il y a des sous à récupérer. Si jamais je suis conscient, la loi dit que si je suis au courant du contrat entre Alioune et Hexagone et que je le signe quand même, je dois payer quelque chose à Hexagone. Et quand on dit quelque chose, Hexagone ne va pas payer un avocat à qui il va mettre 14 000 euros pour aller récupérer 2 000 euros. Ils vont vouloir déjà prendre les 14 000 euros plus. Donc, ce que je veux dire, c'est que le devoir qu'on a, nous, c'est d'éclairer les gens en disant, les gars, premièrement, de toute l'histoire du MMA, aucun manager, aucun combattant n'attend de l'organisation où il est en train de partir, de lui donner la lettre pour aller le libérer où il est en train de venir. C'est pas professionnel du tout. Ça n'existe pas du tout. Et le devoir qu'on a aujourd'hui dans un pays où le MMA est naissant et où il est embryonnaire, c'est qu'on forme même les managers. Parce que ce qu'on dit là aujourd'hui va aider certains petits managers qui ne savaient pas ce que je viens de raconter là. C'est très important de comprendre qu'il est impossible de demander à Arès, mais si je fais un courrier comme ça, mes avocats me tuent. C'est un suicide complet. Je me mets à la merci de Hexagone. Vu que le combat il a été annoncé sur Tapologie. Du coup. Oui. Ouais. Non, en gros, moi, je voulais dire, vu que le combat il a été annoncé sur Tapologie, c'est qu'il y a eu des avancées dans les négociations entre Absolument. Mais moi, ce que je dis simplement, c'est je n'étais pas au courant, fin de l'histoire. Ah, si moi je savais que. Vous me dites que le gars ne peut pas combattre, en gros, je suis sous le coup de la justice si je le fais combattre. Si je ne le fais pas combattre, ça, c'est pas bien grave, ça. Mais vous saviez pas qu'il était avec l'Hexagone au moment où vous l'avez signé? Non. Ok. Bon, alors je prends pour argent comptant ce que tu me dis. Mais attends. Est-ce que tu te rends compte de ce qui se passe là, Mika? Je viens de te démontrer par A plus B que tu as fait une faute extrêmement grave dans ton jugement. Mais j'ai pas fait de faute. Moi, je suis pas. Moi, encore Fernand, je te dis, comme moi, je reçois l'information. Mon but, c'est pas de filtrer. J'ai Alioune. Alioune, je lui dis, attends, écoute. Alioune, je lui dis, pourquoi tu combats pas? Il me dit, je ne sais pas. Je vais voir Gomis. Gomis me dit, je ne sais pas. J'ai dit, Alioune, raconte-moi l'histoire. Je comprends pas. Il me dit, moi, de base, j'ai négocié avec le Ares. Donc, il parle en son nom. Je ne sais pas ce qui se passe avec son manager. Encore une fois, je parle en son nom. Il me dit, moi, de base, j'ai négocié un combat avec le Ares. Mais après, comme j'ai signé avec l'Hexagone, Alioune n'a rien négocié avec personne. Je n'ai jamais entendu la voix d'Alioune. Je n'ai jamais parlé à Alioune. Son manager, quand je te dis le clan. Mika, n'est-ce pas? Non, mais... Mika, je te pose une question. Dis-moi. Le dernier coup de fil que tu as passé à Benjamin Safati, ça remonte à quand? Je l'ai vu au Ares lorsqu'on s'est parlé à la fin. Ce que je veux mettre en évidence, c'est que vous appelez, Benjamin et toi. Ouais, c'est vrai, ça arrive. Qu'est-ce que ça te coûte de te dire que Djukanovic, c'est ton ami, c'est un manager. Benjamin Safati, c'est un homme avec lequel tu discutes au téléphone. Tu aurais eu exactement la source de l'information et tu m'aurais évité de passer pour le gars méchant qui
enlève le pain et la carrière à Alioune Ndiaye. Alors que je passe pour le gars qui déteste tellement les jeunes Français. Alioune, il est chez lui. Tu vas demander à Benjamin quand tu le verras. Je demande, je kiffe en plus Alioune. Je kiffe Alioune. Ebi est témoin. Ebi, il est là. J'ai envoyé un message à Ebi. Est-ce que tu... j'ai demandé à Benjamin de contacter le manager de Alioune, mais Benjamin dit que ça ne passe pas encore. Il n'a pas encore le contact. Est-ce que, Ebi, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux contacter Alioune? Est-ce que tu confirmes ça, Ebi? Oui, bien sûr, même Alioune, il avait fait transparaître le message. Ok, ça veut dire que j'ai la volonté, je suis celui qui vient aider Alioune. Je suis le gars qui se présente pour aider Alioune, lui donner l'opportunité de combattre. Ça me retombe dessus en mode, tu es un mec qui est tellement méchant que tu ne te rends pas compte que, en gros, c'est pour ça que je te parlais de populisme, Mika, parce que tu es quand même un mec intelligent, c'est ça qui est fou. Tu es très intelligent. C'est que. Non, non, mais c'est fou. Non, non, mais c'est fou qu'il y ait un mec qui soit futé comme ça, mais qui utilise ça mal, pour vous faire mal. Non, mais non, j'ai pas la volonté de te nuire. C'est ça. Tu penses que je prends position à chaque fois contre toi. Du coup, je vais analyser et je vais laisser le peuple décider si tu as pris position ou pas pris position. Je vais juste mettre les faits et je laisse le public analyser. Et les gars, s'il vous plaît, n'oubliez pas, cliquez la cloche, appuyez l'abonné et commentez et donnez votre avis, s'il vous plaît, en commentaire. Oui, n'hésitez pas. Si Mika a pris part ou pas, ou si Mika m'aime ou s'il ne m'aime pas. Donnez votre avis dessus, ça me fera plaisir, s'il vous plaît, parce que il sent qu'il est mal, Mais même pas. Il s'est dit, le plébiscite, ça va être violent. Tu déplaces le problème. Non, moi, ce qui m'intéresse dans ça, laisse-moi aller jusqu'au bout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Alioune Gomis. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Le fait que je t'aime pas. On s'apprécie, qu'on s'apprécie pas. En vrai, on s'en fiche. Absolument. Ça, c'est vrai. Même si à vrai dire... C'est cordial. Ça a toujours été cordial, tu le sais. Même si à vrai dire, on ne devrait pas s'en foutre, en fait. Mais c'est cordial entre toi et moi, à chaque fois qu'on s'est croisés. C'est cordial. Je vais dire, pourquoi on arrive à la cordialité? Qu'est-ce que je t'ai fait, Mika? Si on te pose la question, qu'est-ce que tu me reproches? Mais déjà, moi, si j'ai la chance Attends, Mika, 2 secondes. J'ai la chance de te poser une question. Qu'est-ce que tu me reproches? Qu'est-ce que je t'ai fait, toi, à toi? Qu'est-ce que tu me reproches? Moi, personnellement, il ne s'est rien passé. Qu'est-ce que tu peux me reprocher, moi, de ce que je t'ai pu te faire? Moi, je vais te dire ce que je te reproche. Dis-moi. Ce que je te reproche, c'est que, tu vois, quand j'écoute tes podcasts, parce que moi, je les écoute tous, en fait. Malgré, c'est que j'écoute vraiment, je connais tous vos podcasts par cœur. C'est l'un des meilleurs podcasts. Je l'écoute complètement. Ce que je dis, c'est que Michael, quand il prononce mon nom, 2 choses. C'est quand il y a Donne-moi 2 secondes. Si Michael apprécie, quand Michael veut dire un truc bien d'Ares, il dit Ares, c'est une belle organisation, ils font les choses bien. Si Michael veut dire quelque chose que Ares n'a pas fait de bien, il dit Fernand Lopez, lui-même savait que prendre un mec qui sort de l'UFC, c'est un mec foutu, il n'est pas bon. Ce que je veux dire, c'est que Michael, sérieux, tu as vécu ma vie. Tu as été dans ma vie pendant longtemps. Tu sors de FFA. Tu as besoin des leaders en France sur le MMA. Tu viens me voir, tu rentres dans ma salle. Tu te mets à t'entraîner. On fait un parcours magnifique. Tu enchaînes les victoires. Tu rentres à l'UFC. Quand on te pose la question et que tu parles de l'UFC, je vais t'expliquer comment tu t'exprimes. Tu dis, j'ai eu la chance, à un moment donné, parce que mon cas était particulier, j'ai eu la ceinture d'une organisation en Pologne et c'est comme ça que l'UFC m'a cherché et je suis rentré à l'UFC. C'est une violence incroyable. C'est une ingratitude. C'est incroyablement... Je n'arrive pas à comprendre qu'on soit aussi méchant. Je comprends que tu esquives. Je suis obligé de répondre. Vas-y, je te laisse. Après, je réponds. Mais après, je suis obligé. C'est que, Mika, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que tu viens de le dire. Toi et moi, on n'a pas les mêmes visions des choses. Il y a des choses que tu vois bleu, des choses que je vois vert. Il y a des choses que tu vois jaune, des choses que... Comme Mathieu Nicour et moi. Mathieu Nicour et moi, il y a des choses qu'il ne voit pas bien et que je vois bien.
Mais Mathieu Nicour, aujourd'hui, peu importe comment je vois les choses vert, il voit jaune. Putain, ce mec m'a pris sous la main. Il m'a amené en Allemagne combattre, il m'a amené en Hollande, il m'a amené partout. Je lui dois du respect. Est-ce que tu sais que quand les événements de FFA Challenge se passent, je participe à la communication des FFA Challenge. C'est-à-dire que des personnes de committee manager que moi, je paye moi de mon argent, je leur demande de pousser FFA Challenge. Je donne des tuyaux de tout, hein, de contrats, de tout, des choses que je ne peux pas dire ici à mon maître, mon professeur, celui qui m'a aidé, celui qui m'a fait avancer. Moi, j'ai eu le malheur de croiser ton chemin et tu trouves que mon existence, malgré que la ceinture dont tu parles en Pologne, Michael, quand je vais avec toi en Pologne, je suis sur 2 départs. J'ai une carrière comme entraîneur à l'équipe nationale française des MMA. Et ils vont faire le championnat du monde des MMA à Las Vegas. Et j'ai le combat de Michael Lebou en Pologne. J'appelle Ghislain Brix et Bertrand Amoussou pour leur dire, les gars, je vais ne pas venir avec vous sur le voyage de décollage samedi. Je vous rejoins dimanche à Las Vegas et je paye le billet d'avion de ma poche parce que c'est capital pour moi d'avoir ce dernier combat de Michael Lebou parce qu'après ce combat, je pense qu'on aura l'UFC. Je te tiens au courant de tous les détails de matchmaking. Ça veut dire que quand il y a une embrouille entre Karl Amoussou et toi, je prends les captures d'écran du fait que l'UFC te demande toi et refuse Karl Amoussou alors qu'on a présenté Karl Amoussou. Ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même posé des actions à ton endroit qui était cool. Et même toi, vis-à-vis de moi, tu sais, on parlait tout à l'heure on parlait tout à l'heure de mon ex et tout. Quand mon ex est enceinte et que je suis en voyage, c'est toi qui m'aides à faire la plomberie chez moi. Tu me rends service, tu montais le berceau de ma fille. Tu l'as monté, toi, Michael Lebou, chez moi. Je me dis, à quel moment est-ce qu'on arrive au point où tu dis, on a des rapports cordiaux, on est en froid. Qu'est-ce que je t'ai fait, Mika? Qu'est-ce que, aujourd'hui, qu'est-ce que je t'ai fait, Mika? Je redis encore une fois, tu ne m'as rien fait. Maintenant, je vais m'expliquer. C'est pas une question de ce que tu as fait pour moi ou pas. Si on reprend toute mon histoire, parcours par parcours, bien sûr que tu as été un acteur majeur et bien sûr qu'on est allé à l'UFC ensemble. Ce que je dis, si aujourd'hui on me pose la question, moi, la question qui me gêne, c'est grâce à Fernand Lopez que tu es allé à l'UFC. C'est cette question où on a l'impression que je dois tout à Fernand Lopez. Non, moi, je m'efforce à dire, aujourd'hui, on était dans une relation gagnant-gagnant. Évidemment, Lopez a participé au fait que je sois à l'UFC, mais Lopez, sur l'ensemble de mes combats, tu as participé à combien de combats dans mon coin? Du coup, je vais te poser la question, Mika. Ce que je veux dire, c'est Lopez. Attends, regarde, à l'UFC, quand j'étais à l'UFC, combien de fois tu m'as fait les pattes d'ours, Lopez? Je ne compte plus, mais je sais que je t'ai beaucoup fait les pattes d'ours. Mais pas beaucoup. Non, mais là, tu vois, du coup, c'est ça le problème. C'est-à-dire que. Non, c'est pas le problème. Attends, c'est juste pour te dire, tu me posais la question, je te répondais, moi aussi. Il faut que je m'exprime. Parce que je suis pas ingrat de ce que tu as fait. Et même au moment où je suis parti, j'ai dit, écoute, on a vécu un bon truc. Sportivement, j'étais bien avec toi. Je préfère partir maintenant parce que je sentais la relation qui se détériorait. Je sentais que le Factory devenait quelque chose de plus grand. Tu avais besoin de le structurer. Tu mettais des règles de plus en plus importantes sans prendre en compte forcément qu'il y avait des gens qui étaient là depuis plus longtemps et on était tous traités à la même enseigne. Ça me gênait. Pourquoi ça me gêne? Est-ce que j'étais en le droit sur le fait que ça me gêne ou pas? Je ne dis pas que j'étais dans mon bon droit. Je ne dis pas ça. Et je dis juste que ça me gênait d'être traité comme tous les nouveaux arrivants alors que moi, j'étais là depuis le départ. C'est tout. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, écoute, moi, toutes les nouvelles règles, la salle grandit, j'étais plus dans les priorités et je le comprends parce que j'étais plus dans les sportifs les mieux en vue. Et j'ai dit, je m'en vais. J'étais dans un écosystème dans lequel je ne me sentais plus à l'aise. Magnifique. Et jusque-là, Mika, tout est parfait. Moi, est-ce que tu m'as déjà vu dire un jour que je te reprochais d'être parti? Jamais de la vie. Mais jamais. Ce que je te pose comme question, elle est simple, c'est de dire que je ne vais pas justifier à Mathieu Nicour en lui disant on est en froid, en lui disant tu sais Mathieu, vers la fin, je vois que tu t'occupais d'autres personnes. Mika, c'est pas. C'est que, en gros, quand j'ai fait ces voyages que j'ai fait avec toi, si tu as eu 30 combats et que j'ai fait 15 combats avec toi,
Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que tu te rends compte où on en est? C'est-à-dire que je te pose la question à te dire, j'ai fait. Bon, ok, on va faire simple. Le monde entier, les combats du monde entier ont le même rapport. Les combattants du monde entier ont le même problème avec tous leurs coachs. C'est toujours gagnant-gagnant. On est d'accord. On est d'accord que John Jones, son coach, c'est gagnant-gagnant. On est d'accord que Conor, son coach, c'est gagnant-gagnant. Tout le monde, c'est gagnant-gagnant. Et on sait que de manière générale, à 98%, ces coachs-là, ces combattants-là, continuent quand même à dire, ce coach, cet homme-là m'a aidé dans ma vie. C'est-à-dire que moi, si on me pose la question, est-ce que Michael Lebou te doit tout? J'ai dit, mais non, mais jamais. Pourquoi il me devrait tout? On est d'accord. Sauf que Michael Lebou, sauf que Michael Lebou doit quand même, entre être neutre et avoir la moitié des personnes sur tes commentaires qui disent qu'on sent que tu as le seum contre Lopez. Exactement. Il y a quand même un pas qui y a entre les deux. Mais je suis d'accord. Et en plus de ça, je ne vais pas cracher sur mon histoire. On est lié par le fait que j'ai été au Factory. On est lié par les 4-5 combats qu'on a fait ensemble dans lesquels tu es venu dans mon coin. On est lié par tout ça. On est lié par le fait que le premier combat qu'on a fait à l'UFC, il y avait Taylor, toi et Chaban. On était tous ensemble. C'était une aventure nouvelle pour nous tous. On a vécu des choses qui étaient dingues, il faut le dire. Dans le MMA français, c'était des choses qui n'étaient pas arrivées depuis longtemps. Et à l'époque, je mets au défi quiconque avait les couilles de dire on veut aller à l'UFC parce que c'était quelque chose d'inimaginable dans l'esprit des combattants français. Merci. Donc, je sais qu'on a fait, et je ne vais pas cracher sur ça. Ce que je dis, c'est que quand on me pose la question à chaque fois, ouais, t'es ingrat et tout. Non, je suis pas ingrat. Moi, j'ai apporté, effectivement, tu m'as apporté énormément. Sinon, je serais pas resté. Moi, je suis quelqu'un d'égoïste. J'ai toujours dit, moi, je suis quelqu'un d'égoïste. Si c'était nul, je serais parti avant. Si j'étais pas à l'aise, je serais parti avant. Donc, oui, bien sûr que tu m'as apporté. Mais j'ai aussi apporté. La deuxième chose, c'est qu'on oublie aussi presque les performances qu'on peut faire en tant que combattant. Et c'est ça qui me gêne. C'est que des fois, j'ai le sentiment quand on me pose la question, mais ça, encore une fois, c'est mon ego. Mais après, on a tous nos torts. Mais c'est que j'aimerais bien dire, mais regardez les combats que j'ai fait en Pologne. Regardez. Mais Mika, si on part par là, ce n'est pas la question. Moi, je te dis que je le reconnais que tu es un très bon combattant et j'ai eu un honneur de t'avoir, j'ai eu la chance de t'avoir auprès de moi. Est-ce que tu peux dire un jour que tu as eu la chance de m'avoir auprès de toi, Mika? On a eu la chance de se croiser. C'est ça que je dis. Tu vois, c'est là où je dis, on a eu la chance de se croiser. C'est ça. C'est ce que je voulais dire. Ce que je voulais mettre en évidence, c'est que je laisse les gens un peu apprécier, mais ce que je veux dire, c'est que Zoumana Cissé était le mec qui avait 6-0, 7-0 quand il a battu Francis Ngannou, qui avait 0-0, je crois, non? 1-0. Il avait 1-0. Il a pris une défaite contre Zoumana Cissé. Donc Zoumana Cissé, tu regardes, il battait tout le monde. On est d'accord. Zoumana Cissé, aujourd'hui, personne n'est au courant d'où il est. C'est mort, ça n'a pas pu marcher, ça n'a pas avancé. Je pense encore qu'une fois de plus, les rencontres sont importantes et que ce n'est pas juste parce que le combattant est fort. Parce que pour le coup, Zoumana Cissé avait 10 ans de moins que Francis Ngannou. Il avait 7 combats de plus que Francis Ngannou. Il était invaincu. Imagine si j'avais Zoumana Cissé dans ces conditions-là. Imagine s'il avait rencontré quelqu'un d'autre qui croyait qu'il peut être à l'UFC à 7-0. C'est-à-dire que moi, j'ai mis Francis à l'UFC à 5-1. Il avait 6 combats. Un combat de moins que Zoumana Cissé. J'ai mis Cyril Gane à 2-0 à l'UFC. Ce que je veux dire, c'est que chaque combat que tu as fait, Michael Lebou, il y avait des calculs et des recherches faits dessus. Il y avait une volonté de t'amener quelque part. Il y a quelqu'un qui a cru en toi de pouvoir faire ça. Et ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, quand tu reconnais que cette personne, malgré que vos relations se sont dissipées parce que fin de projet, tu le reconnais que tu es quelqu'un d'égoïste et que quand le projet est à la fin et que tu ne trouves plus ton intérêt, tu bouges, tu n'es pas là-dedans, tu n'es pas dans le retour de ce investissement, de quoi, tu le reconnais. Ce que je dis simplement, c'est que je ne te demande même pas d'être mon meilleur ami. Je ne te demande même pas d'avoir pitié de moi. Je te dis juste que, est-ce que tu pourrais au moins être dans la neutralité pour que
C'est que pourquoi j'ai pas trop mal? C'est-à-dire que j'ai tellement fait. Ok. C'est que ça fait mal quand même, Mika, de savoir qu'il y a un mec. Non, mais je peux comprendre. Tu es allé dans dans le trou du monde des fois, avec lequel tu as travaillé sur des choses, et tu te dis, mais pourquoi? Je te jure, et ça me blesse en fait, les gens qui ne viennent pas te dire. Parce que d'autres personnes posent les mêmes questions. Je sais que Taylor et toi, vous êtes très amis. Quand je parle avec Taylor, il me dit la même chose. Il me dit, hey, mais le King, je lui ai posé la question. Je lui dis, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il est si amer? Parce qu'on a vécu quelque chose de grave. On était la première équipe, l'une des premières équipes en Europe et la seule équipe en France à être allée avec 2 combattants sur le même événement à l'UFC. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui en France, on est tous les seuls à avoir fait ça. On est reparti avec Véronica Macedo et Cyril Gane à l'UFC. Ce que je te dis, c'est que moi, aujourd'hui, même si je ne travaille plus avec Mathieu Nicourt, c'est important, je te promets, c'est important pour Mathieu Nicourt de lui renvoyer un ascenseur, mais pour ce qu'il a fait pour moi à un moment donné, on a été ensemble, même pour ce qu'on s'est fait ensemble. Ce que je te dis, c'est que je ne comprends pas cette volonté, parce que tu l'as dit l'autre jour dans le podcast, Fernand Lopez est quelqu'un qui a une voix qui porte en France. Quand il dit que j'ai volé dans sa team, les gens vont écouter ça, ils vont croire que j'ai vraiment volé. J'ai dit encore que ta voix est porte, Mika, et qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vont penser que ce que tu dis est correct de continuer à vouloir enfoncer comme ça tout le temps parce qu'on est dans quelque chose qui est... Regarde un peu. Attends, moi aussi, ça fait un moment. Parce que déjà, je rebondis sur le fait égoïste. Et je parle égoïste dans ma carrière sportive. J'ai toujours été égoïste parce que je sais qu'une carrière sportive est très courte. Et j'ai toujours compris qu'à un moment donné, quand on s'épanouit pas, il faut vite bouger parce que nous, on n'a pas le temps, on a un produit consommable, entre guillemets. Même si c'est pas beau de le dire, on est quand même une denrée périssable, on va dire. Ça passe mieux. Voilà. Donc, c'est pour ça, sur le mot égoïste, je veux bien revenir là-dessus. Sur le reste, à un moment donné, quand nos histoires elles se sont entachées, il y a eu des histoires entre des interlocuteurs qui étaient très proches de moi, moins proches de toi, et ça a commencé à créer un conflit. Je pense que le moment où tu as ressenti qu'il y avait une peut-être de l'aigreur ou je sais pas moi, de la méchanceté ou de la colère ou pas du tout, c'est surtout à partir du moment où il y a eu le duel Gane contre Ngannou. Et pour revenir à ce combat-là, moi, parce que j'ai trouvé profondément injuste la manière dont toi tu dis c'était pour vendre le combat, ok, pas de souci. Mais moi j'ai trouvé profondément injuste la manière dont Ngannou était comment dirais-je, traité dans cette histoire. Et je trouvais que l'angle de vue médiatique français dans lequel on traitait le méchant Ngannou, le non reconnaissant, je trouvais que c'était pas le Ngannou que moi j'ai côtoyé au Factory. Et je t'ai trouvé profondément injuste. Et c'est à partir de là que je me suis mis en opposition réelle, en opposition, on va dire, claire, marquée, et que j'ai pris une position stricte. Ok. Bon, en parlant de émotion et de ressenti, moi j'ai ressenti ça beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt. Beaucoup avant, longtemps avant, je l'ai ressenti. Et puisque c'est mon ressenti, bon voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais éviter de parler de ce qui est subjectif. Encore une fois de plus, quand on parle le cas d'Ngannou, par exemple, toi, tu l'as côtoyé, moi, je l'ai côtoyé. Je n'aime pas la subjectivité. J'évite la subjectivité. Je m'éloigne de ça de plus. C'est que sur le plateau où tu étais, il y avait Cyril Diabaté qui a dit... Non, mais... Il y avait Cyril Diabaté qui a dit, quand j'entends ce mec parler, moi, je trouve qu'il est très doux, il est gentil, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un que je trouve... Et je le comprends et je comprends. Encore une fois de plus... lui, il a entendu parler, moi j'ai vécu, c'est moi et je ne veux pas discuter dessus. Je t'accorde le fait que tu aies quelque chose de subjectif. Maintenant, je vais parler de quelque chose qui est factuel, qui est comparable, qui est chiffrable. Guillaume Pelletier vient chez toi. Il dit que, il le dit partout, le grand entraîneur, le plus grand entraîneur du monde, sur les papiers, le mec le plus connu et le plus capé en France, c'est qui, selon toi? Si je te dis ça, tu dis qui? Si je dis c'est Guillaume Pelletier qui l'a dit. Daniel Warin. Je me souviens pas. Daniel Warin. C'est qui? Okay. Daniel Warin. Attends, 2 secondes. Quand? C'est des petits frères Aibi, t'inquiète, tu peux continuer, c'est des petits frères Aibi. T'inquiète, mais du coup, il fait comment pour le...
T'inquiète, il va laisser. Il a l'habitude, t'inquiète. Mais, Désolé. et puis, Désolé. il sort du ton petit peu. Ok. Du coup, Ouais. ce que je vais dire, c'est que tu vois, ça rejoint un peu ce qu'on disait au début de la conversation. Si on veut évoluer dans le MMA, le cosmos français, il nous manque un truc, c'est l'authenticité et la vérité quand c'est vérifiable. Il y a un mec qui arrive et on dit, c'est dommage, les gens ne communiquent pas sur Daniel Voirin. C'est un tueur que Fernand Lopez a viré de Venom Training Camp pour se poser là-bas, mais en fait, c'est le meilleur entraîneur parce qu'il a entraîné tous les meilleurs du monde. Les palmarès le disent, c'est un tueur. Et je me dis, à quel moment est-ce que sur ton plateau, toi, tu dis au mec, bon frère, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut vérifier les choses. Qu'est-ce qui fait qu'on sait que le Fan Matrix dit qui est le meilleur entraîneur. On sait que les médias, puisque les gens disent que vous n'interviewez pas Daniel Voirin parce que vous ne savez pas qui il est. C'est pour ça que vous ne l'interviewez pas, vous ne l'appelez pas assez. Normalement, la sueur aussi ne l'appelle pas parce qu'il le boycotte. Ceux qui connaissent vraiment sa valeur, donc par exemple Gong de Frédéric Rousseau, lui c'est un bon journaliste, il connaît la valeur, il dit c'est le meilleur du monde. Et au bout d'un moment, il n'y a personne qui se dit, mais attends, Daniel Voirin, il est entraîneur de qui exactement? De comment il dit André Silva. Non Anderson Silva. André Silva, ouais. Et tu te dis, aujourd'hui, on a les moyens de communication. Si tu vas sur Google, tu tapes Fernand Lopez, tu as des données. Tu as Wikipédia qui te dit c'était l'entraîneur de Francine Ganou, c'est l'entraîneur de Sirigan, c'est l'entraîneur de Michael Lebou, c'est l'entraîneur de Taylor Lapouille, c'est l'entraîneur, il a entraîné entre autres tel et tel et tel et tel. On ne compte pas celui qui a tenu les pas ou les pattes d'ours à quelqu'un. Ça n'existe pas, on ne compte pas ça. Mais il n'y a personne qui va le dire. Et ce qui se passe, c'est qu'on développe ce qu'on appelle la médiocrité en faisant ça. Si Andrew Niaye est au courant de comment ça marche, la prochaine fois, il va en vouloir à son manager en disant la faute est au manager et n'est pas à l'organisateur. Si les gens savent réellement comment on quantifie quand est-ce que tu es un bon entraîneur ou pas, on pourra classer, on pourra dire, je comprends pourquoi Ebicho ne l'appelle pas pour l'interviewer. Parce que Ariel Awani ne l'a pas appelé pour l'interviewer. Parce que John Anik ne l'a pas appelé pour l'interviewer. Parce que Dissy Cormier ne l'a pas interviewé. Parce qu'aujourd'hui, si tu cherches une corrélation sur Internet, tu tapes sur la toile, Daniel Voirin, Anderson Silva ou Lyoto Machida, tu ne vois aucune corrélation. Tu trouves une interview où il n'y a pas de corrélation, il n'y a rien. Après, c'est aussi peut-être un manque de communication de sa part aussi, non? Ce que je veux dire, c'est que... Oui. Mais les gars, je vous dis que quand tu vas chercher sur Internet l'entraîneur de Lyoto Machida, on vous donne son nom. J'entends. On vous donne son nom à lui. Il n'a pas été head coach. C'est pas un head coach. Merci. Il a toujours été dans les coins en tant que. Moi, j'ai été dans le coin des gens. J'ai été dans le coin de Dan Anderson. J'étais dans le coin des gens. Je dis simplement que il ne faudrait pas que le mec qui est leader en France devienne le mec à abattre. Ça n'a aucun intérêt pour tout l'écosystème. Ce n'est pas. C'est un raccourci que tu fais, Fernand. Actuellement, si ma question, l'homme le plus influent du MMA actuellement en France. Je ne parle pas d'influence. Je dis simplement. Tu parles de quoi alors? Je te dis simplement ceci. En termes de performance en France aujourd'hui, j'ai fait les calculs. Le nombre de victoires du MMA Factory dans l'UFC bat le nombre de victoires de tous les Français à l'UFC. Tu es au courant de ça quand même? Mais personne ne te dira le contraire. Quand AB, on a posé la question et ça le faisait rire parce qu'il savait la réponse. Au mois de décembre, il a dit quelle est la team, le meilleur entraîneur et la meilleure team 2021. Il me l'a posé la question en souriant parce qu'il connaissait le résultat. Qu'est-ce que j'ai dit? Et je dis le Fernand Lopez avec le MMA Factory. Et derrière, j'ai dit en deuxième position, Aldric avec le Boxing Squad de Nice. Merci. Voilà. Parce que même, il y a.
Alex Sola, Mehdi Dakaef, Absolument. Tous ces grands noms-là. Pour une salle assez petite, je trouve qu'il a sorti beaucoup de monde. Il Donc, n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Tout le monde. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce que tu es en train de dire, on le sait, mais personne ne fait de toi. Non, mais attends, personne ne fait de toi la cible à abattre parce que tu performes. Tu as une tête aujourd'hui qui apparaît souvent, très souvent, et pour beaucoup, trop souvent. C'est-à-dire qu'on te voit au Ares, mais c'est pas ta faute. Tu fais plein de choses pour le MMA, c'est bien. Mais c'est pas parce qu'il faut faire 5 pas en avant qu'il faut accepter que quand tu es en phase 2 en arrière, on dise amène à tout. C'est pas parce que tu fais des choses bien qu'il faut qu'on t'excuse pour tout ce que tu fais de mal. Vas-y. J'en reviens parce que moi, je comprends que des fois, tu souffres de la position en te disant putain, je suis l'entraîneur, je suis le manager, le choix que je devrais faire, est-ce que je fais le choix juste? Et si je fais le choix juste, pour qui je le fais? Donc, je comprends que des fois, tu as ce conflit. Mais toi, tu es tout le temps en train de niaiser et dire qu'il n'y a jamais de conflit d'intérêt. Dans tous tes choix, tu dis non. Voici. Gomis, Ares, je suis persuadé, Fernand, je le redis, c'est mon intime conviction, je suis persuadé. Et moi-même, à ta place, je ne sais pas ce que j'aurais fait, pour être honnête. Tu vois donc, c'est ça le problème, c'est que tu as l'occasion de poser la question, tu ne la poses pas et tu me juges. Mais parce qu'on t'a posé la question. C'est quoi la question? Mais je t'ai demandé, je t'ai dit, explique-nous les faits. Et toi, tu m'expliques que les faits, c'est un problème de papier. Et c'est juste pour ça que le combat ne s'est pas fait. Et moi, je pense que derrière, c'est pour une opportunité de combat. Et vous avez choisi la simplicité. Pour moi, le papier, c'est une manière pour moi, je t'explique ce qui s'est passé, c'est que ce papier, il vous gênait de le faire parce qu'effectivement, il y a comme tu le dis, tes avocats n'auraient pas été en accord, ça je l'entends. Mais je pense qu'il y avait moyen de trouver un accord avec Alioune. La preuve en est qu'il combat au 100% fight. Attends. Et je pense qu'en tant que manager, tu t'es dit, mais attends, on a Barao qui vient combattre. On a le petit là qui est prêt, qui est au MMA Factory. Il y a un UFC au mois de septembre. Il y a moyen de faire un gros coup de fusil. Et oui, je pense que vous avez choisi forcément cette voie-là en laissant drainer le sujet Alioune parce que vous ne saviez pas si Barao c'était sûr et certain et qu'à un moment donné, ça s'est officialisé avec Barao. Voilà comment je vois la chose. Ok, bon, du coup, je t'explique donc que ce que tu vois est faux. Tu dis qu'il faut 5 à 6 jours pour signer Barao. Pourquoi tu dis des choses comme ça, Mika? Tu étais là? Non, c'est ce que pose-moi la question. Non, mais Lopez, je dis que par expérience, pour signer un combattant, il faut à peu près 5 à 6 jours de négociation. Je me trompe. Mais explique-nous. Du coup, c'est moi qui l'ai serré Barao, c'est moi qui ai discuté directement avec Ronnie, son manager. En 24 heures, j'avais Barao. 24 heures, il m'a fallu. En 24 heures. Parce que Barao devait combattre sur Eagle. Il avait déjà un problème de visa. Moi, je le savais déjà. Ça m'a pris 24 heures. Et je me dis juste, mais pourquoi Mika, il prend toujours les raisonnements et il dit des choses que j'ai pensées alors que je ne l'ai pas pensé? Pourquoi tu fais ça, Mika, alors que tu peux juste poser la question? Et la négociation de salaire, ça s'est passé rapidement. Parce qu'encore une fois de plus, je te dis que négociation de salaire, tout le monde ne pense pas comme toi, Mika. Non, mais j'ai essayé de négocier avec toi. C'est ça ma question. Mais non. C'est que j'essaie. Non, mais moi, ça, on peut revenir. Moi, j'ai assumé le fait ici que la négociation, parce que vous m'avez mis un bourbier, je suis à un stade de ma carrière où c'était hors de question. Bon, laisse tomber, ne parlons pas de ça, parce que le même mec qui se plaint en disant que Ares ne signe pas des Français et qu'il faudrait signer des Français, on a signé tous les Français libres. On a parlé qu'est-ce que je dis et qu'est-ce que je dis depuis, qu'est-ce que je dis? Je dis que le Ares, c'est très bien. Je te dis qu'on a parlé à tous les Français libres à l'époque où toi, tu critiquais encore, mais on ne pouvait pas t'avoir. On voulait t'avoir, les Français n'étaient pas encore là. Ce que je t'explique, c'est que Mika, moi, j'ai signé Barao, j'ai le témoin, Ronnie, ça m'a pris une journée pour finaliser. Et ce que je te dis, c'est quoi? Tu dis à un juge, tu dis quelque chose qui est faux en disant, Fernand, à chaque fois qu'on te dit qu'il y a un conflit d'intérêt, tu fais des niaiseries. Mais non, je n'ai pas niaisé. Là, tu me posais la question, je t'aurais dit, il y a eu un intérêt pour moi. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis à Arès, il y a plein de 66 kilos. J'ai d'autres 66 kilos qu'on m'offre tous les jours. J'ai choisi Barao. Ça veut dire que je savais
pourquoi je le choisis. Je l'ai choisi pour toutes les raisons que tu as dit. Un, c'est une très bonne valeur ajoutée pour nous. Pourquoi? Parce que dans ton raisonnement de dire que tous les combattants sortis de l'UFC sont pourris, ce n'est pas toujours le cas. Je n'ai pas dit ça. Non, tu as dit que moi j'avais dit. J'ai dit Barao. Ouais, non, c'est toi qui as dit ça en parlant de je sais plus quel combattant tu as dit. Je comparais Eagle à. On m'avait posé une question. Moi je sais. On m'avait posé une question entre Eagle et Ares. Et je disais que Eagle ont une manière de matchmaker qui est un peu à l'ancienne. Ils prennent des personnes qui sont assez, un peu comme on faisait à l'ancienne quand moi j'ai signé Dos Santos à un moment donné, j'ai signé Malvin Manœuvre à un moment donné sur Ares 2. J'avais signé tous ces noms-là, Dos Santos, Malvin Manœuvre. Ensuite, en regardant, très bien, en reculant, je me dis, mais en fait, ces mecs vont prendre un billet de 100K, ils vont prendre 150 000 pour certains, et au final, à vrai dire, j'aurais rien en réalité. Et donc, j'ai revu ma copie. Ce que je t'ai dit, c'est que aujourd'hui, Ares a une fat card quasiment à 85% française. Rajouter une couleur internationale de l'UFC sur un événement comme celui-là, à la veille de l'UFC, et donner l'occasion à un Français, parce que même si toi tu l'étiquettes en mode MMA Factory, ce qui est vrai, moi je dis que c'est ça qui construit et qui nous amène à nous faire connaître à l'étranger. On est aujourd'hui connu aussi à l'étranger. Mais Mika, tu peux faire ta mais non, mais ce que je dis, c'est que tout ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, sauf que ça s'est fait au détriment de Alioune. C'est tout ce que je dis. Mais tout ton raisonnement, je suis d'accord avec toi. Ok, je vais te mettre d'accord sur l'histoire de au détriment. Tu ne peux pas utiliser le mot au détriment quand il y a déjà un truc qui est, comment dire, bloquant. On a un document qui ne dépend pas de moi, qui dépend de Alioune, du manager d'Alioune et de Hexagone, c'est déjà bloquant pour moi, Mika. Pourquoi tu ne veux pas accepter que je te dise que je reconnais que je trouve un intérêt à prendre Renan Barao, mais je ne reconnais pas que je suis prêt à sacrifier un combattant juste pour gagner des sous. Est-ce que tu sais ce qu'on a fait en 2015, Mika? Est-ce que tu sais qu'en 2015 au cycle d'hiver, quand on a organisé le cycle d'hiver en 2015 et qu'on a fait, on a fait le sold-out en quelque temps et que le ministère a envoyé des inspecteurs sur le cycle d'hiver pour stopper l'événement, est-ce que tu sais que mes avocats m'ont donné deux choix. On les pousse à stopper l'événement, on va en procès, on ramasse peut-être même 1 million ou plusieurs millions parce que tout est organisé. Tout a été fait dans les bons droits et tout. Le fait d'avoir ne pas répondu, donner le droit à l'événement et tout. Ou alors, on garde l'événement. Mais c'est vous qui voyez, ils ne peuvent rien faire. On a tout verrouillé. C'est vous qui voyez. Vous décidez qu'on ne fasse pas l'organisation et on va en procès pour gagner des sous. Comme ça, et on a dit non. On a dit non. Il y a des gens qui se sont entraînés. Je suis un combattant, Mika. Attends, j'ai pas fait l'UFC comme toi, mais Mika, j'ai combattu, je connais la galère que c'est, j'ai perdu de poids, c'est pas parce que je fais pas le populisme et tout. Donc, je ne vais pas délibérément aller arrêter Alioune. Je ne vais pas délibérément aller stopper et annuler le combat d'Alioune. En plus, sur Ares, pour le coup, j'ai les moyens de remplacer 10 000 fois Alioune, William Gomis si je veux. Mais malheureusement, le papier en question fait que je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est une politique que je ne peux pas faire, c'est l'ADN de toute organisation. Je ne peux pas aller éditer un papier pour l'Hexagone, je ne peux pas faire ça. Donc, je te prie juste de me croire en disant que au détriment n'est pas le bon mot à dire. Ça veut dire que je suis au courant, je fais exprès, je le fais miroiter, je le bloque et je mets le gars qui va mettre bien William Gomis. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis un opportuniste. J'ai l'opportunité de remplacer Alioune que j'ai voulu sur mon événement. Quand j'ai l'opportunité, parce qu'il y a un truc qui est bloquant pour lui, je ne peux pas l'avoir, bah je vais aller chercher celui qui est... C'est là où je suis de casquette. Ma casquette aussi vient à me dire, OK, si il y a un jeune comme William Gomis qui me confie sa carrière, je veux lui avoir le meilleur rapport de risque-bénéfice. Et le meilleur rapport risque-bénéfice qu'il puisse avoir, c'est de faire qu'il ait un beau combat avec un mec qui était pas for pound un jour dans sa vie. Je te l'avoue. Et je te dis juste que, par contre, ce n'est pas au détriment de William Gomis.
William Gomis, s'il comprend, je reviens encore sur l'idée de dire qu'il faut qu'on responsabilise les gens. Tu vois le cas de Jean Ndoye. Si on dit que Jean Ndoye, si tout le monde continue à dire à Jean Ndoye, Fernand Lopez t'a volé ta carrière à l'UFC. Mais Jean Ndoye, dis-moi, non, mais c'est parce que là, nous, on n'a jamais dit ça sur le média. Là, tu rebondis sur d'autres médias qui disent c'est la transpiration publicité. Mais vous n'avez pas compris. Moi, je suis en train de parler avec vous là. Je ne viens pas accuser votre média. Moi, je pense que nous sommes aujourd'hui, nous trois là, des vecteurs de communication et qu'on peut aider les jeunes. Et qu'on peut dire aux jeunes, ne laissez pas, il faut détecter qui est le vrai conseiller et qui est là pour foutre de la merde. Aujourd'hui, ce que je dis simplement, c'est que Jean Ndoye, les gars, Mika, je t'ai aimé, Karl Amoussou, je l'ai aimé, Cyril Gann, je l'aime. Je pense qu'à part Taylor, Jean Ndoye est le gars que j'ai le plus aimé dans ma vie. Comme élève, c'est que j'ai le plus kiffé, genre que c'est mon fiston. Jean Ndoye est entré au MMA Factory en disant Papa Lopez. Il est sorti du MMA Factory en disant Papa Lopez. Je n'ai jamais de ma vie eu un seul incident avec Jean Ndoye. Pourquoi je vous dis ça? Jean Ndoye, il n'a rien fait. Mais avoir Jean Ndoye qui dit dans une story qu'on m'a envoyée, je n'ai jamais voulu de ça à Fernand Lopez, c'est rien et tout, c'est passé. C'est criminel pour moi. C'est une passivité qui est ultra dangereuse pour moi. Ça veut dire qu'en gros, Jean Ndoye sous-entend en disant ça qu'il y aurait quelque chose de vrai. Peut-être l'UFC m'aurait contacté. L'UFC ne contacte pas une organisation comme Cage Warrior qui va ensuite contacter un mec comme moi qui n'est pas son manager, puisque l'époque dont on parle, c'est Graham Ball, le manager de Jean Ndoye. Ça veut dire que quand il reçoit l'information, s'il reçoit l'information de l'UFC, il match directement Jean Ndoye. Le seul moment de ma vie où je parle avec Jean Ndoye d'UFC, c'est que je lui dis, fiston, t'es bon. T'es bon et aujourd'hui, Graham Ball te garde dans son truc, mais je te promets que tu peux aller à l'UFC. T'es bon, tu peux aller à l'UFC. Je ne sais pas pourquoi je croyais déjà en ces jeunes-là de pouvoir aller à l'UFC. Mais ce que je t'ai dit, c'est qu'après le vécu que j'ai vécu avec Jean Ndoye, ce que j'ai traversé, on est dans un truc où personne n'accepte de dire la vérité. Est-ce que tu sais que Jean Ndoye, de tout ce qu'il y a eu sur Jean Ndoye, Fernand Lopez, aucun moment, personne n'a dit que Jean Ndoye a arrêté le MMA pour la religion. Personne n'a dit qu'il a fait une pause dans sa religion. Les gens s'assoient sur la vérité, ne veulent pas dire la vérité et pointent les gens du doigt pour que... Ça veut dire quoi? Si Jean Ndoye n'est pas à l'UFC aujourd'hui et s'il ne brille pas au Cage Warrior, c'est parce que Fernand Lopez a volé sa carrière. Si Alioune Ndiaye ne combat pas demain sur Ares, Fernand Lopez a volé sa carrière. Si qui d'autre? Encore des cas et des cas. Je dis juste que évitons de responsabiliser tout sur une personne parce que ça crée une population de dépendants et une population de feignants. Si jamais Daniel Voirin n'est pas sur Venom Training Camp, c'est parce que Fernand Lopez, le démon, est venu le chasser. Mais est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on raconte? Non, pour mais pouvoir. après, Je t'explique. en fait, Attends, Mika, est-ce que tu te rends compte que. Ouais, Attends, Mika, j'entends ce que tu dis. Est-ce que tu te rends compte que. 2 secondes, je finis avec ça et puis je te laisse tranquille. Ouais. Monsieur Franck Dupuis a une salle qui coûte 19 000 € par mois. Est-ce que tu imagines la rentabilité qu'il faut? Il a un coach qui est un head coach qui arrive et qui ne peut pas mettre 20 personnes sur le tapis. Mais personne ne veut le dire. Personne ne dit, Daniel, toi aussi, Daniel, tu veux qu'il fasse comment, Franck? Franck, il a besoin de la rentabilité. Franck, il dit, moi je vois là, il y a MMA Factory, ils déchirent tout, ils soulèvent tout, ils arrachent tout. Mais si je les mets, il y aura des résultats, ils vont tout arracher. Qu'est-ce que tu veux que je continue à rester là, à te payer un salaire, à payer un tel, à payer un tel? Pourquoi est-ce qu'on ne récompense pas les gens qui ont compris le modèle du sport? Est-ce que tu sais que c'est une bonne chose pour notre développement de dire que on peut ne pas aimer Fernand Lopez,
Mais ce mec-là a compris comment gérer une salle de sport. Et que pendant des années, toi, tu peux le dire, Mika, tu as voulu gérer le. Tu es parti du MMA Factory pour créer Obify. C'est vrai. Tu as échoué lamentablement. Non, c'est faux. Mais j'ai pas créé Obify. C'est quand même le bras droit de Abdel. Non. Alors, attends. On a monté la section pro MMA. Ouais. On a monté la section pro MMA. Et ensuite, il y a eu des grosses divergences d'un point de vue management que nous, on ne gérait pas parce qu'on ne voulait pas gérer le management. Et en fait, il y avait des combattants qui voulaient être gérés par un management personnel comme AB, par exemple, avec Guillaume Pelletier à l'époque. Il y avait aussi Ibra qui était avec Guillaume Pelletier. Et il y avait Abdel qui avait la boîte de management. Et Tahar qui commençait aussi à vouloir faire un peu de management. Et c'est à partir de là qu'il y a eu des conflits d'intérêts sur le management. Mais sur la section pro, on avait franchement réussi à créer une belle équipe. Et c'est ensuite que tout a avec le recul, je te pose la question avec le recul. Est-ce que tu peux quand même dire que, parce que ça va m'aider à faire ma publicité. J'ai une boîte de consulting. Dis-moi. Je fais des salles de sport où j'aide les gens à construire des complexes sportifs et tout. C'est bien quand même que tu me fasses un peu de pub parce que la vérité, c'est que je suis un bon quand même sur la gestion des salles de sport. Mon équipe et moi, Benjamin et tous les gars, on gère quand même. On a ouvert notre salle de sport en 2012. On a maintenu, on a la constance. On est constant. C'est-à-dire qu'il y a eu des départs, des revenus, des départs, des revenus. Mais regarde qu'on a eu plein de salles qui ont fermé. On n'a jamais fermé jusqu'en 2022. On a maintenu la barre. Tu ne peux pas quand même nous faire un peu de pub et dire qu'on est bon? Mais ça, c'est pareil. Si tu écoutais les podcasts, on l'a dit. Quand il m'a dit quelles sont les 2 meilleures salles et les plus pérennes, j'ai toujours dit Hatch Academy, MMA Factory. Pourquoi? Parce que vous êtes là depuis longtemps. Vous avez un modèle économique qui marche. De la même manière que Hatch, j'en profite pour dire le 100% Fight. C'est vrai, le 100% Fight aujourd'hui ne nous offre pas les oppositions que le RS offre. Mais sur le plan du business économique, je suis pratiquement sûr qu'aujourd'hui, c'est le seul qui arrive à sortir des bilans financiers peut-être positifs. Moi, je pense que RS aujourd'hui, même si la qualité du show est supérieure, ça faut reconnaître, je suis pas sûr que sur le modèle économique ce soit périn et viable. Après, j'ai pas envie d'avancer parce que j'y connais pas grand-chose. Ouh là là. Non, mais je te dis que quand je vois, je ne sais pas où sont les sources de revenus. Après, il y a les sponsors, il y a les investisseurs, je connais pas tout ça. Mais c'est vrai que dans le monde du MMA, un investisseur n'est pas une source de revenus. Un investisseur, c'est pas du tout. Voilà, mais à un moment donné, lui justement, il veut que ça rentre. Il veut que les bilans financiers ils soient positifs. Aujourd'hui, ce que je me dis, moi, c'est simple. Un investisseur qui connaît son métier ne s'attend pas à avoir un retour sur investissement au bout d'un an. L'UFC a perdu 41 millions avant de remonter la barre. 41 millions de perdus. Donc justement, c'est bien ce que je dis. Si tu veux, il faut, quand tu connais les différents modèles, tu apprécies le modèle des petits sous. Tout ça, c'est pour ça. Je veux même pas rentrer parce que je maîtrise pas. Donc c'est pour ça que je te dis, aujourd'hui, je sais que les clubs qui ont trouvé un rythme de croisière sur lequel ils peuvent se reposer, construire, investir, ce sont les 2 clubs. Pour moi, c'est MMA Factory, Hatch Academy. Voilà, je vois ce que Hatch fait avec le Et pourquoi je t'ai dit ça? Je t'ai dit ça parce que si tout le monde continue à laisser Daniel Voirin dire que, et les élèves de Daniel Voirin sous-entendent que Fernand Lopez l'a viré de son académie, ce qui se passe, c'est que le pauvre, il ne s'améliore pas, il ne se dit pas, il y a des choses que je ne sais pas faire. Vaut mieux qu'au lieu de vouloir tailler les autres en disant qu'ils ne sont pas bons, peut-être que c'est le moment de comprendre comment on gère une salle de sport. Parce que, encore une fois de plus, tu l'as vu comment c'est difficile de garder tout le monde ensemble. Les managements, les machins, c'est archi compliqué, c'est archi difficile. C'est pour ça que j'ai même pas envie de déporter le problème sur Daniel Voirin. Moi, je préfère qu'on me pose la question quels sont les seuls qui aujourd'hui ont réussi à trouver leur rythme de croisière. Je dis MMA Factory, Hatch Academy. Tu me dis le Venom a intérêt économiquement. Si du point de vue économique, est-ce qu'ils ont intérêt à rester avec Daniel Voirin ou faire une association avec MMA Factory? Si j'étais investisseur au Venom, c'est-à-dire que j'avais des billes dedans, j'aurais dit mais écoute, prends le Factory, il y a 30, 40 combattants, peut-être 10 qui sont en liste UFC. Maintenant, il faut regarder ça du point de vue humain et je pense que c'est ce que les gens dénoncent sans avoir toutes les données. Mais toi, tu es là pour donner les données et ils disent c'est injuste. Daniel Voirin a fait un gros travail avec Benoît Saint-Denis. Au moment où ils arrivent à l'UFC, mais ils sont virés. Mika, tu veux que je te dise les vraies nouvelles humaines? Tu vas être choqué. Si je te dis que je n'ai jamais, mais jamais eu un différend avec Daniel Voirin, tu ne me croiras pas. Je n'ai jamais de ma vie, je ne suis pas au courant.
Daniel Varan rentre des États-Unis, il m'envoie 2 textos successivement sur Facebook. Je les ai encore, 2 messages sur Messenger, où il me demande qu'il veut venir dans ma salle pour faire des stages avec les pros. Moi, ça ne m'intéresse pas, je rigole. Enfin, moi, c'est pas. Bon, bref, je ne réponds même pas. Comme je ne réponds pas, je pense qu'il est vexé. J'ai répondu à un message, je lui ai dit, en ce moment, les stages, ça ne marche pas, ou un truc comme ça et tout. J'ai laissé tomber. Le deuxième message qu'il m'a envoyé, je n'ai même pas répondu. Et en gros, ce que je t'ai dit, c'est que quand, de toutes les façons, le Franck Dupuis ne peut pas garder éternellement une salle qui ne tourne pas. Lui, il ferme la salle. Qu'on soit là ou qu'on soit pas là, lui, il a fermé sa salle. Lui, il ne voulait plus gérer. Il ne pouvait pas gérer. Je ne veux même pas parler des détails parce que pour lui, les bilans, c'est d'une catastrophe. C'est même pas une catastrophe. Et au-delà de ça, en parlant de bilan, sérieusement parlant, quand tu as une puissante salle comme ça, et que tu as tout déniché au début, parce que moi, je te dis, moi, j'ai perdu même des... Obi Fight a été créé avec l'objectif de devenir numéro 1, de nous battre. De la même manière, Franck Dupuis m'a avoué, quand nous, on a créé Venom, on voulait descendre MMA Factory. Le but, c'était de vous battre de loin. On a embauché Yoni Razafiorison pour faire la lutte. Yoni, elle était l'une des meilleures combattantes au MMA Factory. On a perdu beaucoup de monde. Au final, il n'a su rien en faire. Moi, je dis que il est de notre responsabilité d'expliquer aux gens que quand tu es locataire d'une maison, je n'ai pas le pouvoir de venir te virer de la maison. Cependant, le propriétaire, il a le pouvoir de te virer et de venir me donner le loyer. Et s'il me le donne le loyer, je ne vois pas pourquoi je vais dire non. Et encore, je prends à témoin le patron de Venom. Je lui ai dit, Daniel Voirin et Benoît Saint-Denis sont les bienvenus chez nous s'entraîner quand ils veulent. Je leur fais même des créneaux quand ils veulent, ils s'entraînent. Sur la tête de mes filles, je le dis ici, et je prends à témoin Franck Dupuis. Franck Dupuis m'a dit, bonne nouvelle. Le lendemain, il m'a dit, bonne nouvelle, j'ai parlé avec Benoît Saint-Denis. Il a dit, il n'y a pas de problème, il va souvent venir s'entraîner. Ensuite, blackout, plus de nouvelles. Parce que Daniel Voirin est allé là-bas chez Franck et il lui a dit qu'il était très mécontent parce qu'il ne s'entendait pas avec Fernand Lopez et qu'il ne voulait pas s'entraîner dans la même salle que Fernand Lopez. Je redis, je n'ai jamais de ma vie eu un conflit avec Daniel Voirin, un conflit dont je suis au courant. Je ne sais pas du tout si vous le voyez, s'il m'écoute, qui m'envoie un texto, qui me parle, qui me dise qu'est-ce qu'il me reproche. La dernière fois où j'ai vu en face Daniel Voirin, c'était à Abu Dhabi. Je combattais à Abu Dhabi. Soukoudjou combattait à Abu Dhabi. On a sympathisé, on a rigolé, on a fait des photos ensemble. Ensuite, plus de nouvelles, jusqu'à ce qu'il soit rentré aux États-Unis. Et donc, voilà, je dis juste que nous, on a le devoir de dire à Jean, tu n'es pas à l'UFC parce que tu n'étais pas assez entraîné, tu n'as pas été constant. À un moment donné, tu as manqué de trucs sans mettre la faute sur quelqu'un. Jean devrait dire, il ne devrait pas dire, bon, moi, je n'en veux pas à Lopez pour ça. Il manquerait plus que ça. Tu vas m'en vouloir de quoi? J'ai jamais eu de message. Mais à ce moment-là, comment ils ont fait le lien et comment la proposition était venue, en fait? Parce que... Quelle proposition? Mais vous êtes ouf. Non, en gros, non, moi, je contacte Taylor. Moi, Taylor n'est même pas dans le plan. Celui que je voulais mettre à l'UFC, moi, c'était Chaban. Moi, j'ai l'opportunité par Thiago qui me dit il y a une ouverture. Thiago me dit il y a une ouverture pour 1,66 kg. Je pense à Chaban tout de suite. Voilà un autre fiston à moi. J'appelle Chaban. Chaban, je le connais depuis qu'il a, je sais pas, il a 15 ans, il a 14 ans. Donc, j'appelle Chaban. Je dis, Chaban, je te jure, c'est un bon plan et tout ça, machin. Il me dit, mais non, tu me connais, moi, j'aime qu'on m'avertisse avant. 2 semaines, ça fait trop short. Je suis pas au poids. Nani, nana. Je raccroche le téléphone. Je suis en Suisse. J'appelle Taylor Lapillus. Il est dans la même voiture que Damien Lapillus. Taylor, est-ce que, machin, il me dit, moi, je suis chaud bouillant. Damien à côté, il dit si Taylor n'est pas chaud, moi je suis chaud bouillant. Les deux se mettent à dire oh non, moi je suis chaud. Et puis voilà, c'est tout. À aucun moment,
il n'y a jamais eu quelqu'un qui m'ait parlé de Jean Ndoye UFC. Moi, j'ai parlé à Jean Ndoye de l'UFC. Lui et moi, on a parlé de l'UFC, on a rêvé de l'UFC. Mais gars, vous ne vous rendez pas compte. Comment ça peut blesser de savoir qu'il y a un mec comme Jean Ndoye avec lequel tu as partagé des trucs de ouf. Avec Jean Ndoye, quand il a arrêté le MMA pendant des années, c'est que moi, je parlais avec lui de tout. C'est qu'avant d'arrêter sa décision, je l'ai supplié, je lui ai donné des idées, va voir tel imam, va voir tel savant, va voir un tel et tout. Je parlais religion avec lui. Et putain, je ne suis pas religieux, mais je parlais avec lui pour dire, ne fais pas ça. Il y a d'autres moyens. Il y a moyen de faire, c'est compatible. Il y a ça. J'ai vraiment, quand Jean Ndoye est revenu à la salle du MMA Factory, il avait quasiment 100 kilos et qui se met devant moi et me dit, Papa Lopez, est-ce que tu penses que c'est trop tard? Je lui dis trop tard, pourquoi? Il me dit, pour combattre. Je lui dis non, je te jure que j'ai eu les larmes aux yeux. Avoir ce mec-là qui dit simplement, ouais, mais non, je ne lui en ai pas voulu. Mais ça me tue, les gars, mais ça me tue. Oui, mais voilà, après, franchement, on va boucler ce chapitre parce que après, je comprends que tu veuilles en parler, mais voilà. Mais pour le coup, nous, on n'en parle pas. Franchement, c'est une histoire qui date d'il y a 10 ans. C'est une histoire presque, j'ai envie de te dire, entre toi et comment dirais-je, et Jean, pour le coup. Là, je sais pas quoi te dire. Je veux bien, je t'entends, j'entends ce que tu dis, je le comprends, mais c'est à Jean de s'exprimer de la même manière que pour Rungis, si on voulait faire taire toute je sais pas moi, toute fumée, c'était au patron de Rungis de faire un communiqué. Puis c'est tout. Plus d'histoire. Mais du coup, je ne comprends pas. Parce que c'est-à-dire que quelqu'un s'agit de faire la lumière. Mais non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais pourquoi tous les lundis, tu es ici en train de parler sur moi? Pourquoi tu c'est pas vrai, Lopez. Pourquoi tu fais la lumière sur moi? Pourquoi tu prends ton temps pour faire la lumière sur d'autres choses et d'autres choses sur de l'actualité, je reviens pas sur des dossiers d'il y a 15 ans, Lopez. Je reviens pas sur des dossiers d'il y a 10 ans. Si, par exemple, la chaîne, elle est là depuis quand avec Jean Ndoye, c'est pas 15 ans. Jean Ndoye. Non, mais ça fait 7 ans, 8 ans, 6 ans, 7 ans. Jean Ndoye, c'est la semaine dernière que j'ai reçu des cartes d'écran. Non, ça, c'est je te parle de l'UFC, de l'histoire. On était à Genève, c'était pour le SHC, je m'en souviens comme si c'était hier. Moi, je combattais. Et je sais très bien. Mais tu es d'accord avec moi que je n'en ai jamais parlé parce qu'il n'y avait rien et que j'en reparle parce que ça revient. J'en reparle parce que l'histoire de Venom Training Camp revient. Je suis d'accord, mais qu'est-ce que tu veux que je dise là-dessus? C'est ça que tu veux que je te dise. Ce que je veux que tu dises. Ce que je veux que tu dises quoi? Parce que j'ai pas. Je dis quoi? Je dis à l'époque, Jean Ndoye s'entraînait pas. Non, que Jean Ndoye s'entraînait pas. Je connais pas le fond de l'histoire, mais je sais que Jean Ndoye ne s'entraînait pas au MMA Factory à l'époque. C'est tout ce que je peux dire. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus que ça? C'est les faits. Jean Ndoye ne s'entraînait pas au MMA Factory au moment où la proposition a été faite à Taylor. Point. Ok. Ce que je vais dire, c'est que on close ce chapitre, c'est pas nécessaire, c'est pas important. Je voulais juste dire que il faut comprendre des choses, c'est que nous sommes aussi les garants de la vérité. C'est que c'est péché pour moi de savoir que quelqu'un dit les choses. Moi, tu as vu dès que j'ai vu ton podcast, Mika, où tu as dit, les gars, moi, perso, je n'ai pas grugé. Il y a un mec qui m'a... D'ailleurs, Mika, donne-moi le nom du mec, s'il te plaît. Non, mais jamais. Et en plus... Non, mais Mika, donne-moi le nom du mec. Vous allez couper au montage. Donne-moi le nom du mec. Non, jamais je donnerai. Juste pour revenir à ça aussi, c'est ridicule. Et ça, non, mais ça aussi, c'était ridicule, cette histoire. Après, c'est pas grave, c'est sorti. Mais c'était maladroit ou volontaire? C'était Est-ce que c'était pas? C'était pas mal. Voilà. Attends 2 secondes, parce que je suis dans une chambre d'hôtel. Les autres, ils veulent dormir. Attends 2 secondes. Je voulais qu'on parle d'arrêt. J'avais décidé là. Mika, avec tous les sous que tu as, pourquoi tu ne prends pas ta chambre d'hôtel à part? Mais parce que justement, quand j'étais à l'UFC... T'es un ingénieur, prends ta chambre à part. Ouais, putain, tu prends des sous. Mais c'est parce que quand j'étais à l'UFC, j'ai donné trop de pourcentage à mon manager. Du coup, j'ai pas pu mettre de côté. Depuis que tu es sorti de l'UFC, tu as eu d'autres managers qui étaient plus gentils. Un peu plus gentils. Voilà, et donc du coup, tu as pu épargner du coup. Ah bah ouais, c'est vrai que j'ai pu épargner un peu, mais j'ai investi, tu me connais. Tu me connais, j'ai investi. Bon, est-ce qu'on peut mettre en débat et quand même parler de l'actualité parce que l'actualité était quand même chargée, donc je pense que je pense que voilà, les explications ont été faites. Chacun, vous avez vos points de vue.
Donc voilà, je pense que les choses ont été clarifiées. Donc maintenant, j'aimerais quand même qu'on parle. Et attends, on continue avec le hashtag quand même. J'ai acheté un ticket. Donc, je vais le Ouais. mettre sur les réseaux. J'ai marqué, j'ai mon ticket. Je te Je remercie participe beaucoup, Mika, à la et je le dis construction du encore. RS. Je te remercie beaucoup et je le dis encore, Mika, c'est pas pour rigoler, c'est important. C'est important le geste Je que tu comprends. fais, c'est vraiment capital. C'est-à-dire que je ne fais pas des merci de complaisance. Toi qui postes un ticket avec j'ai mon ticket, merci beaucoup. Ça sert à la cause du développement. Merci. C'est Donc bon. je pense qu'on peut passer à la deuxième partie de l'émission. C'est bon, il n'y a plus de débat. On peut quand même avancer parce qu'il y a eu quand même, on peut. là, il y a eu quand même le MAGP et cette info ou un tox qui disait que Cédric Doumbé allait toucher 250 000 euros. Toi, Fernand Lopez, en tant que boss